Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Est-ce que vous savez pourquoi Superman préfère voler que conduire une voiture ? Parce qu'en voiture, il arrête pas de caler le... C'est oui. Oui. Bouya. Bouya à tous et bienvenue dans ce 173e épisode de Comics Outcast, l'émission du vaisseau Hypersensas dédiée aux comic books et à leur univers. De retour ce soir pour vous raconter nos dernières lectures, vous partager nos coups de cœur et nous demander s'il faut absolument continuer What If par exemple. Et voilà, et partager un moment d'amour avec vous, tout simplement. Mais sans plus attendre, je vais vous présenter qui m'accompagne ce soir autour de cette table cosmique de l'amour. La légende raconte qu'un matin de novembre, un homme à la chevelure de feu a enfilé son manteau cousu main en peau d'ours avant d'entamer l'ascension des Alpes à pieds nus, animé par une pulsion aussi primaire qu'hallucinée. Nul ne sait comment il a survécu, mais 28 jours plus tard, on l'a retrouvé accoudé à un comptoir du 5e arrondissement, racontant l'origine du monde aux disciples qui s'entassaient pour l'écouter. Et cet homme, c'est Jean. Salut. Comment ça va, Jean ? Ça va bien ? Est-ce que cette légende est vraie ? Ah ben absolument, comme toute légende. Comme toutes les légendes. Est-ce que tu lis des trucs toi, en ce moment ? Oui, je finis La recherche du temps perdu de Proust, enfin, j'attaque le dernier tome. Ah voilà, ah oui, c'est voilà. De Kirby ça, non ? Celui-là même. C'est ça. Et sinon, je suis à jour sur Ten of Swords en VF, et c'est bien. Eh ben, je connais pas. Ouais, c'est les X-Men de Hickman. Ah, d'accord, ok. Tu connais pas quand même. Hickman, jamais entendu parler. Ok. Est-ce que, de quoi tu nous parles toi ce soir ? Je vais vous parler de népotisme. De népotisme, très bien, j'aime beaucoup, j'ai hâte d'en apprendre plus. Les anciens disent qu'elle peut communiquer avec des êtres malicieux de la forêt et qu'elle connaît l'avenir grâce à eux. Une manière de la convoquer serait de laisser 3 pierres blanches sur le rebord de sa fenêtre les soirs de nouvelle lune. En revanche, ne prononcez jamais son nom sans couvre-chef. C'est Nivray! Salut! Comment ça va, Nivray? Eh ben ça va super bien, c'est pour ça que t'as ta casquette. Exactement. Okay. Est-ce que la légende dit vrai? Eh ben écoute, ça a l'air d'aller pour toi. Jusque-là, effectivement, tout va bien pour moi. C'est que ça doit être vrai. Tu lis des trucs toi en ce moment? Eh ben non, parce que j'ai un peu enchaîné 3 émissions. Et du coup, à part les comics, pour les émissions, j'ai pas eu le temps de lire grand-chose. T'es comme qui dirait dans une sorte de tunnel. Ah, tunnel comics podcastique. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Tu vas nous parler de quoi, toi, ce soir? Eh ben, d'un homme qui a vieilli et qui part faire un petit voyage en Europe. Un homme qui vieillit, qui fait un voyage en Europe. Très bien, bien noté. À l'intérieur d'antiques grottes sumériennes, des pétroglyphes semblent nous apprendre qu'un demi-dieu a rendu visite au grand Talomépoltèque pour lui enseigner la recette des croque-monsieur. Insulté par la piètre exécution des cuisiniers royaux, cet étranger, à qui l'on avait pourtant promis du vin et des jeux pour 10 000 jours consécutifs, a préféré partir et chercher un autre peuple à guider. Et il s'agirait de Kétrus. Je pense que c'est faux, car pour des jeux et du vin, je serais resté. Cette anecdote est fausse, même avec des mauvais croque-monsieur. Ah non, c'est pas possible. J'avoue, c'est chaud. Tu vas bien ? Oui, très très bien. Est-ce que tu lis des trucs toi en ce moment ? Ouais, je lis La condition de l'artisanat dans la Grèce antique en ce moment. Et c'est vachement intéressant. Ok. Voilà. Ça m'intrigue. Oui, et c'est parce que j'écris des rôles. J'écris des rôles pour un jeu et voilà, et c'est des artisans dans la Grèce, donc j'ai appris plein de trucs. J'ai appris la signification de métèque à la base, parce que je ne connaissais pas. Voilà, qui était étranger à la ville en fait. C'est surtout à Athènes qu'on disait ça. Bref, voilà, tu connais des trucs super intéressants, comme tu vois. Est-ce que des artisans dans la Grèce, c'est le pitch de Fight Club ? Oh oui. Avec nous également ce soir, les patronautes qui nous écoutent actuellement sur le Discord du vaisseau Hypersensas, on va leur faire des gros bisous. Voilà. En focus ce soir, Concrete, un ongoing de chez Dark Horse depuis 1987, écrit et dessiné par Paul Chadwick. C'est probablement Kétrus qui nous en parlera. Et enfin, en hors les bulles, je pense qu'on reviendra sur Venom, Let There Be Carnage et
et l'espoir de savoir si c'était vraiment un Carnage. Est-ce que vous êtes prêts en fait? Oui, absolument, bien sûr. Alors, dans ce cas, Comics Outcast 173, c'est parti. Eh ben, on va commencer par les reviews. Les reviews, que sont-ce? Les reviews, c'est ce moment où chacun de nos chroniqueurs nous apporte, j'avais dit sans montage ce soir, nous apporte un nouveau comics qu'il vient de découvrir. Il en a lu les 3 premiers chapitres et chacun partage son petit avis et on vous recommande à la fin de le lire ou pas. On va commencer peut-être par Jean. Jean qui nous présente ce soir Superman Son of Kal-El. C'est un titre d'essai bien entendu qui est sorti en juillet 2021. Il y a désormais 3 issues de disponibles, donc là on est vraiment, comme qui dirait, vraiment dans les clous. C'est un titre écrit par Tom Taylor et illustré par John Timms. Et voilà, j'ai absolument aucune autre info, donc Jean, par pitié, dis-moi en plus. Eh bien, oui. Alors, j'ai choisi ce titre pour son titre. C'est pas mal. Parce que Superman, Son of Kal-El, donc le fils de Clark Kent, c'est une tradition que j'aime bien dans le DC Universe, qui est plus présent dans le DC Universe que chez Marvel, la notion d'héritage, les titres de héros qui passent d'une génération à l'autre. C'est très présent dans Flash, dans Green Lantern, il y a eu plusieurs Flash, plusieurs Green Lantern. Et cette façon qu'ils ont de faire passer les époques et de passer le titre. Et donc, en voyant le titre, Son of Kal-El, je me suis dit, ça y est, c'est au tour de Superman. Donc, ça m'a intrigué et c'est pour ça que je me suis jeté dessus. C'est donc un titre de Tom Taylor, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé sur Star Wars notamment, et chez DC il a fait l'adaptation d'Injustice, il a bossé sur Deceased, sur Suicide Squad, sur Batman Rebirth, entre autres, et au dessin on a John Timms qui a travaillé sur Harley Quinn, sur du Batman, sur du Suicide Squad, sur Young Justice, et chez Marvel sur Nova et Les Inhumains et autres. Voilà pour l'équipe artistique. De beaux CV de chez les Big Two, quoi. Voilà. Alors c'est un nouveau titre qui est parti pour être une série ongoing. Ça se passe donc dans l'univers DC mainstream. Donc je me suis dit qu'il fallait un petit peu de contexte. Donc le personnage principal, c'est Jonathan Kent, John Kent, qui est donc le fils de Clark Kent et de Lois Lane. Il faut savoir que actuellement dans l'univers DC, Superman, sous la plume de Bendis, je crois, a révélé son identité au monde. Tout le monde sait que Clark Kent et Superman ne font qu'une personne, et donc par ricochet, tout le monde sait que John Kent est son fils, jusque-là appelé Superboy d'ailleurs. On l'a déjà vu il y a quelques années, sauf qu'il avait entre 8 et 10 ans, notamment dans une superbe série que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, c'est les Super Sons. Oui. Mais dans l'intervalle, dans cette nouvelle itération, on le retrouve ado. Il a entre 16 et 17 ans. Ce qui s'est passé, je vous le fais très court, il a voyagé dans le temps, il est resté plusieurs années dans le futur avec la Légion des super-héros, donc il a vieilli, et la Légion l'a entraîné en perspective du fait que son père allait disparaître et qu'il faudrait qu'il soit prêt le jour où son père disparaîtrait. Et donc il est revenu, maintenant c'est un ado, et on est à un moment où il est sur le point, il sait que son père est sur le point de disparaître, et voilà... qu'est-ce qu'il va faire ? Alors pour cette review, j'ai choisi plutôt que de vous présenter les scènes dans l'ordre chronologique, d'attaquer directement en fait par la thématique. Par la fin. Par la fin. Voilà, je vais vous raconter la fin. Voilà. Ce qui est intéressant, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait, ce comics pose la question qu'on peut se poser sur tous les univers contenant des super-héros, et spécialement à propos de Superman, c'est pourquoi notamment quelqu'un comme Superman ne fait pas plus que ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est très bien de tabasser les super-vilains, d'empêcher les invasions extraterrestres, mais avec tous ses pouvoirs, est-ce qu'il ne pourrait pas s'attaquer au dérèglement climatique, à la faim dans le monde, à la pauvreté, aux inégalités, et pourquoi jusqu'ici il ne le fait pas ? Et là, l'auteur... il répond d'une façon que je trouve assez intelligente dans une scène, dans le numéro 2, où son fils
Clark Kent et John Kent discutent, ils sont sur la Lune, ils regardent la Terre, et le brave John Kent, il est tout désespéré, parce que quand il regarde la Terre, il dit « Mais moi, je vois les océans qui étouffent, la forêt qui disparaît, les gens qui s'entretuent, c'est affreux, on pourrait faire quelque chose. » Et il pose frontalement la question à son père « Mais toi, pourquoi t'as pas fait plus ? Pourquoi tu ne fais pas plus ?» Et la réponse de Superman, que je trouve plutôt intéressante, il dit « Mais parce que moi, je suis un étranger. » Et donc, je me suis jamais senti la légitimité d'intervenir à ce point-là. Donc oui, j'aide les gens et je peux les inspirer par mon exemple, mais je suis pas d'ici, c'est pas ma planète. Mais toi... Pourtant, il est d'ici, Superman. Oui. Et donc, toi, tu m'as coupé d'enfant. Je suis désolé. Et donc, et là-dessus, il dit à son fils, mais toi, t'es né ici, toi, t'es un enfant de la Terre, donc toi, tu as cette légitimité pour agir. Et voilà comment un ado de 17 ans, certes qui a des super pouvoirs, se retrouve avec le poids du monde sur les épaules en 2 phrases. Et ça va être le fond de cette histoire qui commence. Il n'y a que 3 numéros. À partir de là, l'auteur construit une histoire qui à la fois a tous les ingrédients d'une série ongoing mainstream de super-héros, de l'action, de l'aventure, des rebondissements, des méchants avec des super-pouvoirs, des machinations, etc. Mais tissé avec des thèmes très très actuels qui relèvent de notre vrai monde, qu'on a relativement peu l'habitude de voir dans ce genre d'histoire. Sa première intervention dans le numéro 1, par exemple, il va éteindre des feux en Californie, le fameux gigantesque feu de Californie. Ensuite, il a affaire à un tueur fou dans un lycée, et c'est une terrible histoire de tueur fou. Au passage, dans l'histoire, ça ruine son identité secrète qu'il avait voulu se créer, mais il est obligé de se révéler pour empêcher la tuerie. Et ça continue comme ça sur des thèmes très forts. Et on est dans le questionnement de cet ado qui se dit comment faire ? Est-ce que j'ai le droit d'intervenir ? Et si j'interviens, comment j'interviens ? Et comment se positionner, notamment par rapport à la question du gouvernement américain ou même des lois internationales. D'ailleurs, concernant la question des États-Unis, il y a déjà un indice que je trouve intéressant, tout simplement dans le titre du premier numéro, qui s'intitule La vérité, la justice et un monde meilleur, qui est en fait une référence à l'ancienne phrase de Superman, qui prononçait notamment dans le film de 1978, où on lui demande pourquoi il se bat, et il dit « Je me bats pour la vérité, la justice et le American Way of Life ». Et sauf que là, le American Way of Life est transformé pour un monde meilleur. C'est le wokisme. Hein. Oui, de toute façon, il cancel tout. Mais du coup, la question est intéressante. Qu'est-ce que tu fais, surtout quand tu es un ado, et notamment par rapport aux lois internationales. Dès le 2e numéro se joue une intrigue importante qui concerne des réfugiés, des migrants, en fait. On a un pays imaginaire de l'univers d'ici qui s'appelle Gamora, qui est soi-disant un paradis, qui est un pays très riche, qui a de très très bonnes relations avec tout l'international, et qui est soi-disant un paradis pour ses habitants, mais en attendant, ses habitants, ils essayent de fuir par bateau au risque de leur vie. Et donc on se retrouve face à un événement qui est arrivé dans notre monde, c'est-à-dire un bateau qui est en mer, des gens qui vont mourir, et l'entièreté de la communauté internationale qui refuse d'accueillir les migrants en question. Et donc là, John fait le choix d'intervenir, il les sauve, il les ramène à Metropolis, à peine il les a déposés, il y a la police de l'immigration qui arrive pour les arrêter. Il arrive à obtenir qu'on ne le mette pas les menottes, mais en attendant, il est bien obligé de se plier à ça. Et dans un second temps, le président du pays en question va demander le retour de ces migrants, et les États-Unis acceptent de les extrader. Et là aussi, John va devoir se positionner, parce qu'il y a une manifestation, comme on pourrait voir ici, une manifestation pour soutenir les sans-papiers. Et il va sur place et il se met du côté des manifestants. Et il souligne d'ailleurs, en fait, il se bat évidemment pas contre la police, mais il dit si vous voulez les arrêter, vous allez m'arrêter aussi. Donc on est d'accord que, comme dans la vraie vie, la police intervient contre les manifestants. Ah oui, la police intervient contre les manifestants. Bien sûr. Et donc John se met en position et il dit si vous voulez les arrêter, vous m'arrêterez aussi. Et il souligne au passage le fait que son propre père est un réfugié, puisque Clark Kent a été récupéré sur la Terre accueilli, et fait accueilli. Donc voilà pour la thématique générale. Et moi, ça m'a beaucoup plu, tout en m'inquiétant pour la suite. C'est-à-dire que ce mélange à la fois d'aventures
relativement légère et propre à une série ongoing, et vouloir rentrer des thèmes plus profonds. Parfois ça se mélange bien, parfois ça se mélange moins bien, notamment concernant l'intrigue des migrants, qui est la plus intéressante à ce moment-là. Mais par contre, on nous présente le président du pays en question, et le président du pays en question, c'est le peu qu'on en a vu, c'est la caricature du super vilain. Donc tout d'un coup, ça déséquilibre l'enjeu un peu. Ça marche plus trop. En fait, t'as une espèce de rupture de contrat entre, voilà, c'est ancré dans le monde réel, mais soudain, t'as un truc un peu oui, voilà. comics, quoi. Un peu, voilà, qui tout d'un coup fait un peu trop comics. Mais voilà, à l'arrivée, je trouve que ça se lit bien. Les dessins sont très bien. C'est dynamique, c'est hyper punchy, c'est très coloré. Les scènes d'action sont bien. Et donc, comme je disais, je suis un peu inquiet pour la suite, parce que je trouve que ce genre de questions, aussi intéressantes soient-elles, elles se prêtent peut-être plus à du one-shot, à du Elseworld, à du Black Label. Il y a Paul Dini qui avait fait avec Alex Ross un très beau graphic novel illustré qui s'appelait Paix sur Terre, et qui parlait de Superman qui essaye de régler les problèmes du monde. Voilà, et là c'est clos sur une histoire. Là, j'ai peur que l'auteur, même si je le trouve très bon, soit un peu coincé entre les aventures super-héroïques légères et une thématique de fond qu'il ne pourra pas forcément traiter. Mais le personnage de John, moi, il m'a touché, je l'aime bien, et ça me donne envie de savoir ce qui va se passer après. Puis ça marche bien, le numéro 3 finit sur un gros cliffhanger, on fait « ouais, je veux savoir », donc voilà. Ok. Et je suis obligé quand même de mentionner pour toi, Z2E, qu'il y a une magnifique scène de ninja. Ah yes. Voilà. Bah, du coup, le comic c'est vendu. Voilà, je sais que je vais me précipiter dessus. Des ninjas comme tu les aimes, qui se font latter la tête en un coup à chaque fois pendant qu'ils discutent. Comme tous les ninjas. Voilà. Kétrus, est-ce que donc tu as lu le comics également? Oui. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors attends, j'ai une question préalable. Vas-y. Quel est ton rapport aux comics qui intègrent des éléments de la vraie vie? Tu sais, genre au sein de leur récit. Si tu as une position là-dessus, d'ailleurs, t'es pas obligé. Mais... Je réfléchis à ta question parce qu'elle est pas si évidente. J'ai rien du tout contre ça. En fait, j'adore ça même. Peut-être pas dans du Superman. Je trouve. Pourtant, tu vois, ça a été fait dans Marvel. Je trouve plutôt pas mal. Je suis un peu de l'avis de Jean. C'est-à-dire que moi, ça me fait du bien d'avoir un personnage comme John. Qui va questionner en fait un peu le personnage poussiéreux de Superman, très à droite on va dire, en tout cas dans ses valeurs, et qui le met un peu au goût du jour. Effectivement, qu'est-ce que ça va devenir sur un ongoing? Est-ce qu'ils vont pas se heurter à ça? Peut-être pas, et je pense que déjà rien que le fait de le faire, c'est intéressant et ça peut être pas mal pour renouveler un peu le genre. Il y a quand même des choses qui sonne très très juste, genre la scène où il explique à son fils justement que lui est un étranger. Alors on peut contester cet argument, mais la scène entière et les dialogues sont très bien foutus. Ouais. Et rien que pour ça, en fait, moi, dès que j'ai vu cette scène-là, je fais ah ouais, c'est cool, ça m'a vraiment emmené dans le comics. Les questionnements sur les problèmes écologiques, etc., qui sont discutés pendant la scène de combat contre les ninjas avec Damian Wayne. Alors, les problématiques sont cool. Le fait que ça vienne de Damian Wayne, j'ai trouvé ça bof. Et pourtant, je suis fan de Super Sons et tout ça. Je trouve que le couple de jeunes super-héros marche super bien. Donc ouais, c'est un peu mitigé, quoi. Je trouve ça chouette, je trouve ça rafraîchissant. Est-ce que ça va aller plus loin? Je sais pas. En fait, je sais pas ce que ça va donner. Mais je salue en tout cas l'essai. Je salue le fait qu'il se lance là-dedans, qu'il l'essaye. Le décès, pardon. Le décès de vieux Superman. Et ouais, c'est cool, quoi. Et puis c'est super beau. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est du dessin à la Superman, quoi. C'est ce que je m'attends quand je regarde un Superman. J'ai envie de voir des trucs comme ça, des dessins avec plein de traits. Ouais, très lumineux, c'est ça. Assez détaillé, épique. Quelque part. Ouais. Il y a un truc un peu. Enfin là, je le vois juste d'un coin de l'œil, mais alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais moi j'ai un qualificatif un peu rétro sur ce genre de truc. Enfin, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Moi, ça me fait penser un peu à la Jim Lee, tu vois, quelque chose assez épique en fait dans les dessins. Alors j'aime beaucoup Jim Lee, mais on peut pas dire que ce soit vraiment un contemporain. Enfin, je veux dire, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est nous qui sommes vieux. En fait, c'est ça le truc. C'est vrai, c'est nous qui sommes vieux.
Et par exemple, tu vois, là, dans une des scènes du début où il va sur un incendie en Californie chercher un homme torche, on va dire. Je trouve que c'est trop bien fait, quoi. Le découpage, il est dynamique, il donne envie. C'est un vrai Superman qui vient. Enfin, c'est assez mortel, quoi. Donc, les planches qui claquent. Je suis pas sûr de continuer à le lire parce que je suis pas trop l'actualité d'ici, mais c'était très agréable. Alors, est-ce que Jean, toi, t'es lecteur d'ici, genre un peu régulier. Enfin, est-ce que tu penses que on peut se jeter dans ce comics si on ne connaît. Alors, 2 questions. Pardon. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Est-ce qu'on peut commencer ce titre et est-ce qu'on peut apprécier ce titre sans forcément connaître l'univers de Superman en général ? De Superman en général, c'est chaud, mais si, je crois qu'on peut, parce que Superman, malgré tout, on connaît. Oui, c'est ça. Et donc, c'est très clair, on nous dit dès le début, c'est son fils, son père va partir, et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est bien exposé. C'est bien exposé. Moi, il me manquait ce que je vous ai résumé au début, je l'ai cherché après, parce que je le savais pas, mais j'ai eu aucun problème pour entrer dans l'histoire et lire, parce qu'on s'attache à John, en fait, et on comprend tout de suite sa problématique. Ok, bah t'as répondu à ma deuxième question qui était éventuellement est-il préférable d'avoir la continuité de ce qui se passe en ce moment chez DC, mais si c'est pas nécessaire, c'est quand même un point positif. Je conseillerais quand même de lire Super Sons quand même. Pour le plaisir, ouais. Surtout le plaisir. Parce que c'est mortel. Voilà. Ouais, et c'est Sons. Et allez. Nivré. Ouais. Tu l'as lu également, qu'en as-tu pensé ? Ouais, je l'avais lu et je l'avais même déjà acheté parce que je trouvais les covers qu'il proposait qui étaient quand même super sympas. Et j'aime bien quand c'est un 1 sur des personnages que je connais où j'ai l'impression que ça va être abordable. Et je trouve que c'est vraiment abordable dans le sens où même si tu n'as pas lu tout ce qu'il y a à lire autour de Superman et de son fils, en fait, on t'explique quand même le principe qu'il est parti dans le futur et qu'il est revenu. En fait, c'est très clair. Donc pour moi, t'as pas forcément besoin de savoir tout. Tu sais de base qui est Superman et ça te suffit en fait largement pour apprécier le comics, au moins jusqu'à la 3e, ça c'est sûr. Et non, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé les dessins qui m'ont embarqué. C'est hyper épique. T'as beaucoup aimé Dune ? Pardon. Dune. Allez, c'est bon, on rigole. Allez, c'est la déconne ou quoi ? Les dessins sont quand même hyper épiques. T'as des scènes qui sont magnifiques. Effectivement, on parlait de la scène de l'incendie, mais même la dernière image de la première issue où ils survolent la planète, tu vois. Enfin, c'est quand même, je sais pas, c'est hyper héroïque tout ça et ça marche bien pour moi. Et c'est clair, c'est bien fait. La relation avec son père, elle est hyper sympa en fait. Ça fait pas, je sais pas, ça fait pas il ressemble pas à un ado relou quoi. Il a l'air déjà hyper mature donc. Je trouve que c'est cool et c'est agréable en fait d'avoir ce genre de choses, ce genre de discours. Et effectivement, tout le truc où son père lui explique que lui, en fait, il est pas terrien, donc il a jamais éprouvé ce besoin de sauver la planète. Bon voilà, c'est quand même intéressant parce que le type, il a quand même sauvé pas mal de choses. Hein. Mais non, je sais pas, il y a plein de choses dans ce comic qui sont hyper positives et qui sont hyper bien. Et contrairement à Queutrus, je pense que je vais être tentée de continuer un peu. Parce que j'ai envie de découvrir, tu vois, tout ce qui se passe autour de Gamora. Tu n'as qu'une seule envie, te laisser tenter, en fait. Oui. Non mais après on te lance un truc tu vois sur j'essaye de pas sur Gamora et ça devient je pense qu'il y a quelque chose derrière qui va être résolu dans peut-être 2 ou 3 issues. Ouais, 3. Donc ça j'ai envie au moins d'aller au bout de ce premier arc narratif et voir ce qu'ils peuvent peut-être ouvrir derrière rapidement mais je sais pas, moi ça m'a en tout cas bien tenté pour au moins en lire 3-4 de plus. Puis c'est cool que DC aborde ces thèmes-là en 2021 alors qu'Authority les avait abordés en 1999. Oui. Je veux dire, c'est cool quoi. Yes. En fait, pardon, j'ai pas lu le comics, mais je vais quand même donner mon avis sur le comics. En fait, à te l'entendre pitcher, j'avais l'impression que cette connexion au vrai monde, tu vois, elle était un peu en mode BFM. Enfin, c'est pas vrai parce que du coup, c'est une sorte de BFM de gauche. Mais tu vois, où tu dirais, tu vois, alors dans cet épisode, il va y avoir un bateau de migrants. Dans l'épisode d'après, il va y avoir des feux de forêt. Non, mais tu sais dans l'épisode d'après, il va y avoir un autre truc. Enfin, tu vois, ça fait un peu genre. Quand il a commencé à prendre il est dans notre vrai monde et on va vous expliquer pourquoi. Ouais. En fait, il prend son téléphone et t'as un site qui te file des news en fait. Et au début, je me suis dit, oh là là, ça va sentir genre le fake news. Les complots un peu faciles et tout ça. Et pour l'instant, au niveau du comic, ça va, mais je pense que ça va peut-être tourner vers un truc comme ça autour des complots. Il y a quelque chose autour de ça. Mais après, moi, je suis comme toi, je vais continuer en tout cas jusqu'à la fin du premier arc. Moi, je vois bien, il finit complotiste, tu vois. Moi, ça me paraît pas réaliste. Il y en a pas beaucoup des complotistes. Alors, on va passer au comic suivant. Alors, je propose que ça soit Nivré qui va nous parler d'un comics. J'ai une miette de chips, pas de montage. Qui s'appelle Batman The Detective.
Batman. qui est sorti Batman. également chez DC Comics en avril 2021, écrit par Tom Taylor également et dessiné par Andy Kubert. Du coup, moi je suis très curieux quand même. C'est le même auteur sur deux comics, Batman, Ouais. Superman. Y a-t-il un lien Dis-nous en plus. Et alors, il n'y a pas du tout de lien. Voilà. Et je l'ai choisi, pas la cover, mais parce qu'il y avait écrit 1 sur 6. Ah oui, c'est une promesse de. C'est un choix de ça va bientôt finir, pourquoi pas. Parce que en fait, j'ai toujours du mal avec tous ces trucs ongoing infinis. Et du coup, je lis rarement l'ongoing et je préfère, tu vois, ces mini-séries. Donc, tu vois, quand on me dit direct 1 sur 6, C'est là que tu vois qu'on est des J'y vieux, vais, quoi. Des vieux busy, quoi. un petit peu, ouais. Alors, du coup, Batman the Detective, qu'est-ce que c'est ? On est sur un Batman qui est vieux. Il a bien vécu, ça fait un bon bout de temps qu'il vit tout seul dans son manoir. Et il se passe un événement qui va le faire sortir de son manoir, et même pire que ça, sortir des États-Unis. En Europe, un avion s'écrase, mais il s'écrase pas tout seul, il s'écrase parce qu'à son bord, il y avait des gens déguisés en sorte de Batman blanc qui ont en fait fait sauter l'avion. Et donc Batman est appelé en fait à aller sur place parce qu'il y a une petite dédicace qui lui est laissée, bien sûr, et il va du coup partir à l'enquête en Europe sur mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que cet avion a été tué, pourquoi est-ce qu'on lui dédie ses victimes. Et il va se retrouver du coup avec des anciens amis, des anciens comparses, et ils vont mener l'enquête. Donc c'est vraiment sur un principe de Batman mène l'enquête. Mais on est sur un Batman qui a beaucoup vécu. Donc la plupart des dialogues Qui a beaucoup souffert. Ouais, beaucoup souffert surtout. La plupart de ces dialogues, ils sont intérieurs en fait. Intérieurs dans lui-même. En fait, il se parle à lui-même. Et à travers ça, il va raconter un peu son histoire, ses émotions. C'est pas la première fois qu'on a un Batman qui se parle à lui-même. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, il a beaucoup vécu, il a sauvé pas mal de monde, il sait qu'il y a des gens qui sont morts par sa faute. Enfin, il a quand même beaucoup de choses qui lui pèsent. Il a roulé sa bosse. Et là, en fait, les gens qui font tous ces crimes face à lui, qui se surnomment d'ailleurs Equilibrium, sont en fait des gens qui vont tuer les gens que Batman a sauvés. Donc en fait, ils vont écraser tout le bien qu'il a pu faire dans sa vie. Destination finale, quoi. Ouais, oui. T'aurais dû mourir, tu mourras, mon gars. Non, mais c'est un peu ça. Mais c'est un peu ça en vrai. C'est vraiment Batman a fait du bien, et ben en fait, on va effacer tout ce qu'il a fait parce que c'est Batman, quoi. Oula, j'ai coupé mon propre son. Donc on est sur une mini-série en 6. Il y en a 5 qui sont déjà dispo. Et c'est au moins les 3 premiers numéros. Tu vas donc à Londres, mais tu vas aussi à Paris. Donc si tu cherches Batman, station Oberkampf par exemple, tu vas le trouver. Si tu cherches Batman au Café Marly, tu vas le trouver. C'est très bizarre. On en avait parlé pour Hachis l'autre fois, mais ça fait toujours bizarre moi de voir Paris dans les comics, de voir la France. Non mais Batman, alors du coup j'ai avancé un petit peu, mais il va même à Lyon. Non, mais pourquoi qui ne veut pas aller à Lyon qui va à Lyon ? manger Il y a une bonne Interpol à andouillette, Lyon. mon gars. Les bouchons. J'avais complètement oublié qu'il y avait Interpol à Lyon en fait. Il y a Interpol. Mais oui. T'avais oublié. J'aime bien comme oublié si qu'il y a c'était une Interpol. Mais info si, que tu quand disais, même. faut pas que j'oublie. Non, mais tu vois ça dans les séries, dans les films, mais j'avais oublié que c'était à Lyon. Enfin, voilà. Donc Ouais, on comme est. quoi, la France n'est pas si centralisée. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Donc voilà, c'est une aventure qui est plutôt agréable à lire, que j'ai bien aimé parce qu'on a justement ce Batman qui est en souffrance. On a des belles scènes de combat, on a des scènes même impressionnantes avec des dialogues qui sont cool. La première personne qui va affronter est un fantôme. Et c'est un peu surprenant parce que je sais pas à quoi tu t'attends quand tu lis ce comics, mais la scène elle sort un peu sortie de nulle part, mais elle est cool, elle est drôle, elle dure pas longtemps, tu fais ok nice, le mec en fait il maîtrise quoi, il est vieux, il connaît ses limites. Quand il combat, il va dire dans sa tête ok là j'ai mal, donc c'est soit je défonce en 2 secondes, soit c'est mort pour moi, donc du coup il défonce plus fort les gens. Enfin voilà, je sais pas, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ce Batman. Il était cool le vieux en fait. Tu sais, c'est un Batman posé. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce personnage. J'ai pas forcément trop parlé des dessins, mais Andy Kubert, il gère. Hein. Enfin, comment dire ? Il y a comme un truc dans la famille qui fait que quand tu t'appelles Kubert, heureusement que tu gères. Et c'est beau, c'est propre. Les scènes de combat sont bien, les mises en case, elles sont vraiment canon. Donc je suis vraiment emballée par le titre. Il y en a 6, il y en a déjà 5 sorties, enfin il m'en reste plus qu'une à lire, donc j'irai jusqu'au bout. Je n'ai pas lu que les 3e. C'est-à-dire qu'il restera pas sur la pile à lire. Bah non,
Bah, il en reste un, tu vois, donc franchement, dès qu'il sort, c'est fini. Enfin, j'en parle pas. Enfin, j'hésite même pas, tu vois, je vais lire le dernier et puis. Je crois que ça se passe à Amiens. Non, parce qu'ils vont à Bruxelles, je crois. C'est encore l'Europe, mieux. c'est Bah, l'Europe, écoute, c'est pas que tu la C'est pas France. loin. Non, mais Pourquoi ça pas. se trouve. Non, mais ils prennent la 1. C'est du dark tourisme à ce niveau-là. Ils prennent la 1. Ils prennent la Très clair. 1. Et c'est marqué qu'ils Non, mais prennent la 1. ils prennent la 1. T'imagines? Bah, c'est une bonne idée La parce que c'est 1, une ligne l'autoroute ou la automatique. ligne 1? L'autoroute. Ah, mais putain. Et il prend même l'Eurostar pour faire Lyon-Paris. Lyon-Paris, c'est Londres-Paris. hyper tu vois. bien documenté, quand même. Ah, mais C'est c'est. absurde. C'est ouais. Mais non. En Pardon, plus, c'est mais- vachement important. Est-ce qu'il y a un moment où il dit putain j'ai oublié mon Navigo, merde le con. Mais non, mais c'est- Ah, putain. Non Je mais sais t'inquiète pas, au guichet ils peuvent te garantir un ticket gratuit par an si tu perds ta carte Navigo. Ah bon Batman? Oui c'est vrai. Mais je sais pas. J'ai bien apprécié ce petit tour en Europe de Batman, tu vois. Je sais pas, il y a un truc. Bah allons. Habituellement, quand il traverse les US, on comprend rien. Et là, je sais pas. Franchement, tu le vois prendre l'Eurostar et croiser son pote français, tu fais oh et tout, c'est stylé. Et puis il arrive à Paris, il va à Oberkampf, Moi, je suis tu d'accord. connais, tu vois. Je sais pas, il y a une espèce de charme qui a bien marché sur moi. À Oberkampf, il va se taper la rue de la soif, je sais pas. Alors, Kétrus. Oui, bonjour. Pardon, je voulais pas te déranger. T'en as pensé quoi toi? Alors, la cour des hiboux, j'adore ça, franchement. C'est un... Ah. Ouais, mais Non, dès que des gens se déguisent en Batman. C'est vrai, des gens déguisés en Batman. Ça va. C'est un Batman, quoi. Ok, c'est un C'est Batman. ok. Ah, c'est parce que t'aimes pas trop Batman peut-être. Si, j'aime bien Batman, mais il y en a trop, en fait. C'est ça. Et j'ai l'impression que. En fait, je comprends pas ce truc de s'accrocher autant à ce personnage tout le temps et d'en refaire encore et encore et encore. C'est ça. Mais ouais, c'est pour ça que je suis pas, en fait, les grandes maisons d'édition. Et j'ai tort parce qu'il y a des trucs super bien. Mais je sais pas, je suis lassé un peu. Je suis un peu J'ai- blasé. Blasé. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir entendu ce pitch déjà plusieurs fois en fait. Mais, Ouais, mais il était pas en Europe. Bah, justement, Non, mais c'est vrai que la caractérisation du Batman un peu vieux et ouais, même très vieux, est intéressante, mais non, c'est très bien, c'est très beau, mais voilà, ça me motive pas plus que ça. Mais c'est bien raconté, il faut l'avouer. et est-ce que c'est joli? Oui, c'est super beau, ça claque. Bon, bah, c'est bien Vraiment. raconté, c'est joli. Qu'est-ce que tu fais chier? Ouais, alors, bon. Bah, Ok, bon, c'est une histoire pas ouf, mais c'est- bien racontée. Non, mais c'est personnel, tu vois. C'est pas. Ok, c'est entre vous deux quoi. C'est entre nous deux. Quoi. Il y a un. Entre Hubert et moi, on a un truc là. Ok. Alors, en fait, je lui ai dit. En fait, ce qui m'a saoulé, c'est qu'à Oberkampf, c'est pas exactement comme ça. Et je lui ai dit, il a pas voulu changer, donc bah, depuis. Et Voilà, voilà. j'ai- Normalement, là, c'est pas un distributeur de billets. Maintenant, Ouais, mais c'est une assurance. en fait, les mecs, ils sont dans des clichés français, tu vois. Donc c'est bon, ils ont l'image du distributeur de billets français et du coup, ils vont le dessiner partout. Ah, tu veux dire que la même histoire, par exemple, pardon, je rebondis sur ta vanne, mais voilà. En vrai, plus sérieusement, est-ce que tu aurais ressenti complètement le comics différemment si ça s'était pas passé en France, genre dans un endroit qui t'est si familier? Non, c'est très cool de voir Paris et tout ça. Non, franchement. Puis là, aussi. Surtout. Oh là là. Non, mais j'ai pas envie de le casser parce que c'est bien et voilà. Et moi, c'est juste pas pour moi, voilà. La méga Batmobile sur la 1, quand même, ça tape. C'est Bah, ça. j'avoue, ouais. Les changeurs, Incroyable. tout ça, les embouteillages. Ça doit être pas mal du tout. Il ne montre pas comment il passe les péages, parce qu'à mon avis, par contre, il n'y a pas l'espace, parce qu'il est trop Ouais, mais grand, il le laisse passer parce qu'il a tous ses contacts de sa team européenne. C'est juste parce qu'il y a la team européenne. Ouais, tu sais qu'il avait une team en Europe, Batman. Genre, il a le groupe des supporters de Batman, tu vois. Bah normal. Normal. Jean, pour ta part, comment Oh, moi, j'adhère à 100%, j'adore. Ouais. Alors, c'est simple. t'adhères à Hubert? Ça révolutionnera pas ni Batman ni le comics en général, mais déjà ça claque visuellement, c'est un truc de dégénéré. Moi j'ai toujours aimé le style de Kubert, mais alors là particulièrement, peut-être qu'il a en plus le bon encreur, le bon colorisme, et je trouve que ça tape, et ça peut taper autant dans les poses à la Batman avec la cape et tout, que j'ai en tête une planche où c'est Bruce Wayne qui est attaché à une chaise et qui est menacé par un gars, donc pas du tout les gros effets et tout, et la planche elle déboîte quoi, c'est vraiment donc déjà graphiquement il y a un plaisir des yeux direct. L'histoire elle fonctionne très bien. J'ai trouvé assez fort assez cruel quand on découvre la motivation des méchants, quelque chose de très dur, de très cruel dans cette idée, on va buter tous les gens que t'as sauvés, et
Ouais, je trouvais ça Mais ça, fort. c'est pas et une c'est- motivation, c'est un modus operandi, mais ça raconte pas pourquoi. Si, Ah ben, ça il y va. a une Après, explication. il y aura une explication. Mais les méchants font ça. Les méchants, c'est on tue les gens que t'as sauvés. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper cruel, d'hyper Ils dur. numérotent à chaque fois, ils font un petit décompte. Alors là, on en a tué 170. Ah ouais, c'est beaucoup. Moins 1. Hop là, ça c'est fait. Ouais, non, c'est. Mais c'est dur pour lui en plus, parce que il sait surtout qui il a sauvé. Et il y a des gens qui sont encore proches de lui, tu vois. Donc, Non, mais surtout, c'est dur. surtout ça fait écho à ce qu'il dit dans la Batcave au début. Oui. C'est-à-dire, est-ce que j'ai changé le monde ? Bah non. Est-ce que j'ai rendu Gotham City plus sûr ? Non. Bon, bah, qu'est-ce que je suis en fait ? Tu vois. J'ai juste changé la vie de quelques personnes. C'est en les ça. sauvant, Et en tu vois. fait, ils s'accrochent juste à ça Et ils se font buter. et ils se font buter. Et donc les deux comics de Tom Taylor n'ont pas de lien direct. Non, Non, pas Mais du tout. on peut dire qu'ils ont en commun quand même le fait que ce sont deux super-héros qui sont montrés comme finalement relativement impuissants. Enfin, je veux dire, Superman, on se dit, bah, en fait, finalement, il n'a pas tant taffé que ça et le monde n'est pas changé. Mhm. Et Batman, de la même manière, on le met un petit peu face à ses échecs aussi. Il n'est pas impuissant, Batman. Il est parce qu'il va quand même chercher à faire des choses, mais c'est. En fait, il s'est fait un peu. Enfin, ils ont pris de l'avance, quoi, les méchants. Mais tu sais qu'à la fin, bon, ça reste Batman, donc il va y arriver. Mais je le trouve pas complètement impuissant parce qu'il fait quand même plein de choses en fait dans son voyage vers. Et puis on est sur du Batman bien badass aussi. Oui, il est Déjà, bourrin. graphiquement, bien musqué. il y a un choix du costume qui est très chouette. C'est le costume qu'on a déjà vu, mais c'est la version pas avec une cape, mais avec le manteau. C'est donc Batman du futur. Quoi. Voilà, qui renvoie bien aussi à l'idée du détective, puisqu'on est là-dedans. Et le design, moi j'ai été très surpris par le design de Bruce Wayne, que j'ai jamais vu dessiné comme ça. Sur la Ouais. première Oh, la image, Punisher. sur la première image, j'ai cru que c'était Bane. Enfin, il est mastoc. Ouais, un petit côté et puis, Wolverine il a aussi, enfin, tu sais, je sais pas, tu sais, il- la coupe de cheveux avec Vétéran, quoi. l'arrière du crâne rasé et tout. Il a des cicatrices partout. Ouais. C'est il fait peur, épaules, quoi. Ses bras font la taille de son torse, quoi. Tellement il est large. Ah ouais, Raphaël Nadal, je connais. Eh ben merci, c'était votre avis sur Batman Détective. On va passer au dernier comics et c'est Ketrus qui va nous le présenter. Il s'agit de The Good Asian, qui est un comics sorti chez Image Comics depuis mai 2021. Il est écrit par, attention, Pansak Pichetshot, dont on a déjà parlé pour Infidèle. Oui. Qui a la particularité d'être taille américain. Enfin, il faut le noter, ça va avoir son importance bientôt. Exactement. Et c'est dessiné par Alexandre Tefenkgi. Je te laisse en parler. C'est un titre que j'aurais aimé moi-même reviewer. Et du coup, je suis très content de t'en entendre parler. Ah, c'est cool. Et Alexandre Tefenkgi, qui est belge, pour la petite histoire. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, qui habite à Bruxelles, donc la ville où ira Batman après. Et on peut en profiter éventuellement. Alors déjà d'une, pour Bruxelles. à faire un coucou à tous nos patronautes parisiens où est passé Batman, à tous nos patronautes d'Oberkampf, de Lyon, où il y a également Batman. À tous les gens qui prennent la 1. Voilà, c'est ça, tous les gens qui prennent la 1. Et Et l'Eurostar. également à tous nos auditeurs qui sont situés en Belgique, car il y en a, et on vous fait des gros bisous. Exactement. Ils sont sûrement en train de regarder la télé en ce moment, parce qu'il y a un match de foot. Ah oui, Et que la France c'est de la perd. méta footballistique. Exactement. Mais c'est pas ce soir, parce que quand vous écouterez cette émission, enfin bref, vous connaissez la chanson. Oui, donc The Good Asian, c'est... alors les auteurs le qualifient, ou leur image, mais je crois que les auteurs le qualifient aussi de Chinatown noir, pour faire référence au style de polar noir qu'il y a eu surtout dans les années 30. Et donc effectivement, on se retrouve en 1936 du côté de San Francisco, pardon. Et on va suivre en fait les enquêtes d'un détective qui s'appelle Edison Ark, qui est donc un asiatique. Et pourquoi cela prend de l'importance ? Parce que dans ces époques-là, on est encore sur ce qu'on appelle je n'ai plus le nom, désolé, mais en fait un acte américain qui interdit en fait aux Asiatiques, globalement, hein, mais surtout aux Chinois en fait, de venir immigrer aux États-Unis. Parce qu'en fait, il leur colle dessus, en fait, la grande dépression qu'il y a eu à la fin du 19e siècle.
plutôt fin du 19e siècle aux États-Unis. Et donc ça crée des situations un peu ubuesques, comme par exemple ce qu'on peut découvrir au début, ce qu'on appelle la Angel Island, qui est une île qu'il y a dans la baie de San Francisco, qui est une île, en fait, on envoyait tous les Asiatiques, donc vraiment sans distinction de nationalité, là-bas, un peu comme une espèce de purgatoire avant de pouvoir intégrer les États-Unis ou pas. Et on raconte, d'ailleurs j'ai regardé un peu, et on raconte en fait qu'il y en a qui restaient des années enfermés dans ces camps-là, dans ces dortoirs, et qui ne pouvaient absolument rien faire, parce qu'en fait les États-Unis acceptaient comme immigrés asiatiques que certaines catégories de personnes, donc il y avait les diplomates, il y avait les commerçants, il y en avait d'autres, leurs femmes et leurs enfants, etc. Et donc on découvre Edison Ark qui parle avec un des gamins qui est malheureusement envoyé ici, qui ne peut pas bouger, et qui, grâce à certaines relations de gens haut placés, et on va le voir après, c'est grâce à un milliardaire, je crois, il peut, quelqu'un arrive et s'excuse et il peut intégrer les États-Unis facilement. Donc Edison Ark, c'est donc un des rares, voire le premier flic et détective américain d'origine asiatique. Pourquoi il a pu faire ça ? Parce qu'en fait, il a fait ça à Hawaï avant, qui était le seul endroit où en fait les Asiatiques avaient le droit d'être et d'avoir des jobs comme flic. Et grâce à des relations, et notamment son père adoptif, il a pu venir aux États-Unis et donc exercer son travail à San Francisco. Après, bon, ça va être une histoire un peu classique de détective et de roman noir. C'est-à-dire qu'il va voir son père adoptif qui est dans une espèce de coma parce qu'en fait, il a perdu sa bien-aimée qui était aussi sa femme de ménage asiatique, et donc la tristesse l'a tellement affaibli qu'il en est tombé dans le coma, et que donc en parlant avec un de ses frères adoptifs, ça arrive, il part à la recherche. Bref, il va pouvoir aller dans le San Francisco, dans les bas-fonds, etc., dans le Chinatown. On va découvrir le racisme qu'il y a, les problèmes qu'il y a d'intégration des Asiatiques qui essayent de se conforter aux valeurs entre guillemets blanches de l'époque, et qui est aussi critiqué en fait par notre héros. Le fait que notre héros des fois se comporte de façon absolument dégueulasse envers ses compatriotes pour pouvoir avoir garder son travail de policier et pouvoir continuer à exercer et à essayer de faire évoluer entre guillemets la cause, ce genre de choses. Je raconterai pas plus sur l'histoire parce que il vaut mieux la découvrir. Mais voilà, en fait, cette histoire nous plonge dans une période un peu noire. Il y en a beaucoup, dis donc, des États-Unis, où là, on a vraiment un racisme vraiment très fort anti-asiatique, avec ce détective un peu particulier, et d'ailleurs en fait dans la façon de raconter l'histoire, même si c'est un peu inspiré des romans noirs de l'époque, on a des choses qui sont un peu plus contemporaines. Par exemple, moi j'ai trouvé qu'il y avait des références un peu à Sherlock, c'est-à-dire qu'il est très observateur, et en fait dans les cases ça va être représenté par des petites cases oranges où ça va être sur un œil, ça va être sur une tache, ça va être sur une bouche d'égout, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il va mener son enquête. Et voilà, et c'est évidemment un prétexte pour parler de cette situation-là. J'avancerai pas plus dans l'histoire. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Je trouve que ça se lit très vite, ça se lit vraiment comme une enquête policière très bien ficelée. Les problématiques de l'époque sont hyper bien abordées et pas de façon cliché, et plutôt même très intéressante. C'est-à-dire, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est plutôt gris. C'est-à-dire que les actions des personnages sont guidés par diverses circonstances et diverses... je ne trouve pas mon mot, pardon. Motivation, exactement. Merci Jean. Et que du coup, voilà, et c'est pareil, c'est pas parce que lui il est asiatique qu'il va être sympa avec tous les asiatiques alors que c'est des bandits, etc. C'est pas parce que les mecs sont blancs que c'est des vrais connards, etc. Il y a un fond un peu plus complexe que ça. Et voilà. C'est délivré graphiquement, je trouve ça fantastique. C'est magnifique. Les couleurs sont choisies toujours de façon adéquate. Les planches sont découpées toujours intelligemment. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est voulu. C'est pas juste un découpage d'histoire et on nous raconte quelque chose qu'on peut retrouver souvent en fait dans ce genre d'histoire un peu noire. C'est que on va nous raconter quelque chose et du coup la mise en page est un peu moins mise en valeur. Alors que là, la mise en page fait partie complètement intégrante de l'histoire et fait partie du style du comics. Ça mélange
on va dire, un ancien style, vous savez, avec les trames qu'on peut avoir des fois en fond, qu'il y avait sur les bouquins imprimés. Ouais. Donc très tramé, mais fait au goût du jour, donc c'est toujours très esthétique. Ça va être sur des couleurs chaudes qui vont contraster très fort avec toujours des noirs très profonds pour avoir un ancrage vraiment très fort, très brut. Ou alors, quand c'est des scènes de nuit, on va avoir des bleus un peu plus fades, non, fade c'est pas le mot, mais un peu plus doux, délavé, doux, un peu plus contrasté, un peu plus pastel, qui va vraiment donner un ton un peu plus doux. Et c'est souvent sur des scènes où, par exemple, il rencontre un enfant sur des marches, il va lui parler, ça va lui rappeler l'enfant qu'il a vu sur l'île des anges, etc. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la mise en couleur et la mise en case est réfléchie. Il y a toujours quelque chose, et on pourrait très bien lire le comics sans les textes, et il y aurait quand même quelque chose à raconter. Et je suis malade et j'ai du mal à prendre mon souffle. Oh, pauvre petit père. N'hésitez pas à envoyer des sous au Patreon pour qu'on puisse payer des médicaments à S'il vous plaît. mon ami Ketrus. Maintenant qu'on a des micros, on peut enfin passer à payer Aux chroniqueurs. payer des médicaments pour nos chroniqueurs. Tu avais terminé ta Oui, chronique. j'avais terminé. Pardon, excuse-moi. Écoute, je suis encore plus hypé qu'avant à l'idée de le lire. Jean, tu l'as lu également, qu'en as-tu pensé ? Je l'ai lu, c'est excellent. C'est excellent. C'est excellent, moi Le j'adore. mot est lâché. Le mot est lâché. Je suis un grand fan des polars de cette époque, d'Achille Lamette et Raymond Chandler, qui sont les romanciers dans les années 30 qui ont créé le genre du polar et du détective à manteau, chapeau, etc. Et c'est complètement là-dedans. D'ailleurs, l'auteur le dit dans les postfaces. Et les postfaces, hyper généreuses d'ailleurs. pas de montage. Et puis voilà, j'aime aussi le fait que, enfin moi je pense que malheureusement on a déjà tout raconté, tout fait, et qu'on fait que revisiter les mêmes histoires. Et j'adore quand quelqu'un s'attaque à un genre, notamment un genre particulièrement codifié, et qui parvient à la fois à respecter tous les poncifs du genre, l'ambiance glauque, les flics pourris, pas pourris, le nightclub, tout ce que tu veux, et en même temps avoir un angle neuf qui renouvelle le truc. En l'occurrence, c'est le choix de ce personnage asiatique, et du coup, on apprend 1 milliard de trucs. Moi, j'aime bien apprendre des trucs. C'est le meilleur cours d'histoire qu'on m'a jamais fait. Parce que à la fin de chaque numéro, il y a un explicatif, il y a l'explication des lois, il y a des photos de l'Angel Island, des dortoirs. Et je trouve ça génial, quoi. À la fois, je lis un polar excellent, donc graphiquement ça a été dit, c'est excellent, l'histoire est super prenante et j'apprends des choses. Enfin, c'est de loin le meilleur truc que j'ai eu de la semaine, quoi. Et depuis longtemps même. T'apprends du vocabulaire aussi, parce que oui, genre coulisse, je savais pas ce que ça voulait dire. C'était un terme pour désigner les travailleurs importés entre guillemets, donc les Chinois. Et après c'est devenu un terme un peu raciste, quoi. Et voilà. Coulisse. Ouais. Coulisse. Ok, pas l'endroit où on prépare avant de monter sur scène. Ça vient d'un terme chinois en plus, je crois, à la base. Mais c'est marrant, c'est vrai, c'est le genre de comics où moi je me suis arrêté plein de fois pour chercher des choses, en fait. Genre Angel Island, j'ai regardé, je me dis tiens, il le cite juste comme ça, et en fait tu vas regarder et tu regardes sur Wikipédia, t'as plein de choses, c'est assez incroyable. J'imagine que c'est pas tout à fait innocent que ça a été écrit à une époque où il y a un véritable retour du racisme envers les communautés asiatiques. Exactement. Et aux États-Unis notamment. Mais cela dit, il explique, il me semble, dans une des postfaces, que quand il a commencé à écrire, il n'y avait pas encore eu cette remontée de violence, et qu'il a même été, lui, tristement surpris de se retrouver autant d'actualité avec son histoire. Ah, c'est terrible. Nivray, qu'en as-tu pensé ? Eh ben, c'est pas un comics que j'aurais choisi parce que le côté polar, moi, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Sauf quand il fait froid, éventuellement. Mettre une petite polar. Un plaid en polar. Non, monsieur. Mais par contre, en fait, dès les premières pages, t'as le côté historique qui est vachement mis en avant. Et ça, moi, ça m'a accroché directement parce que j'aime, en fait, quand le comics, il t'apprend quelque chose d'historique et qui fait une histoire autour de ça. Et là, c'est des faits historiques que je ne connaissais pas, qui sont horribles, qui m'ont horrifiée, mais quand je l'ai appris, je trouve ça horrible, et de lire justement une histoire autour de ça avec un personnage asiatique mis en avant. Alors même si c'est un polar, je trouve qu'il n'est pas non plus inaccessible pour les gens comme moi qui sont pas forcément fans du genre. Ça marche plutôt très bien, c'est plutôt bien expliqué. C'est, comment dire, le déroulé, il est pas trop lourd. Il est plutôt clair, et ça m'a bien plu.
Et le fait que dès la deuxième issue et à la troisième, on te remet quand même une petite couche historique pour te raconter des choses, ça je trouve ça bien, d'avoir la timeline un peu, de savoir comment ça s'est passé, d'avoir un peu de détails, les histoires des papiers d'identité des gens qui ont disparu et qui se sont du coup dit natifs d'Amérique, alors qu'en fait pas forcément, mais que du coup t'as des fausses familles qui sont créées. Enfin, je trouvais ça génial. Et pour moi, je trouve ça important, tu vois. Et ça m'a donné plus envie de lire le comics que le côté polar du comics. Donc c'était vraiment plus pour en apprendre sur ces personnages et puis pour laisser une chance à l'histoire, et je le finirai. Enfin, c'est sûr que... Ouais, c'est en 10 issues. Ouais. Non, je pense que j'irai jusqu'au bout parce que j'ai, je pense, plus de choses à apprendre sur le sujet. Et l'histoire, en fait, me dérange pas, elle est plutôt intéressante et du coup, ça va bien avec. Mais je pense que c'est plus le côté historique, moi, qui m'intéresse en tout cas dedans. Ouais, complètement. Ouais. Ils sont fous, les L'histoire ne Américains. me dérange pas, donc je regarde le comics. Mais non, mais en j'aime fait, bien cette conception de. Bon, on en est là, Comics Podcast, quoi. Maintenant, on lit des comics dont l'histoire ne nous dérange pas. Voilà. On vous recommande vraiment parce que Mais non, mais l'histoire c'est n'est beau. pas particulièrement dérangeante. Donc, C'est beau, Kétrus, il l'a vaguement évoqué, mais les couleurs, t'as des imperturbable, des j'adore. cases et des pages, tu sais, où t'as genre juste une couleur, genre c'est rose, une qui est plutôt beau, dans les tons verts, dans les tons orangés, et en fait ça rend super bien visuellement. Ça m'a refait penser à ce pauvre Mr. Box qui avait colorisé notre comics d'une seule couleur, et en fait je me dis que tu peux tellement faire plein de choses avec une seule couleur, et ça rend quand même de fou, quoi. Ce valeureux Mr. Box, Oui. ce talentueux Mr. Box. Mais un petit peu, effectivement. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas des choses comme ça en France, en fait. Pas ce qui s'est passé, des BD, en fait. Ouais, je les connais pas, non, parce que dommage qu'on ait la pas tronche comme que ça t'as un faite... racisme systémique. Non, parce qu'il y en a. Ah bon, on n'a pas Mais il y en a, mais il y aurait plein de trucs, à dire aussi là-dessus, quoi. Et je sais pas, peut-être que je connais pas. Si vous dans l'auditoire et surtout sur Discord, si vous connaissez des œuvres comme ça franco-belges, on va dire, moi je suis hyper friand et je suis. Et qui ont ce rapport à l'histoire, tu veux dire? Ouais, est-ce qu'on se rapporte à l'histoire? En fait, c'est marrant à chaque fois dans que. les romans graphiques, au contraire, je trouve qu'on est un peu les experts de ça, justement. Ouais, un je peu, trouve, ouais. Mais des fois c'est trop lié à voilà, l'histoire. en fait. c'est ça. Après, peut-être que c'est Ouais. une question d'équilibre entre Non, la fiction, parce que là, pour le coup, on reprend un genre et il y a une véritable fiction qui est développée autour d'un truc. Je pense que l'écueil français, en tout cas dans les œuvres, dans la narration en général, en fait, c'est de pas bien trouver ce point d'équilibre entre je veux raconter des faits. Enfin, tu vois, du coup, je trouve que c'est super intéressant. Pardon, et je sors un tout petit peu du cas des Français, mais cette version de un Superman qui vit dans un monde aujourd'hui et qui, du coup, nous balance des faits divers, des faits divers, désolé, mais ça reste un peu des faits divers, même un incendie de forêt. Et quelqu'un qui s'ancre dans l'histoire, qui a un peu plus de recul et qui, du coup, sait utiliser un véritable polar qui dit autour de ça. Bon, encore une fois, j'ai pas lu le Superman, j'ai l'impression que je suis un peu sévère avec ce titre que j'ai pas lu. Pardon. Non, mais il y en a dans la BD franco-belge, mais là, bon, c'est parce que c'est une émission de comics, mais tu vois, tu prends par exemple les séries, en fait. Les séries ou les films, il y a beaucoup de choses en fait comme ça, je sais pas, on va prendre Lovecraft Country ou Watchmen, tu vois, et qui font et du coup moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des États-Unis sur ça, sur les ségrégations et ce genre de choses, et en fait quand je vois que des œuvres comme ça sont produites aux États-Unis, je me dis putain merde, j'aimerais bien qu'en France il y en ait aussi, tu vois, des trucs d'aussi bonne qualité, parce que j'ai l'impression des fois de plus m'intéresser à l'histoire des États-Unis entre guillemets, non, enfin des États-Unis tout court, que à la mienne. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Je prends un exemple perso. On a rencontré l'association des jeunes Chinois de France avec ma boîte pour créer un jeu autour de ça et contre le racisme anti-asiatique, par exemple. Et en fait, les discussions qu'il y avait là-dessus, c'est-à-dire que le racisme, on aurait pu en parler, mais on a décidé plutôt. Ils nous disent, oui, il y a un autre truc en fait où on a un problème, c'est l'attachement à notre racine, le fait qu'on soit français ou le fait qu'on soit issu de parents qui sont des boat people ou des grands-parents, etc. Et ce genre de choses. Et je me dis, putain, il n'y a pas beaucoup d'œuvres là-dessus. Et c'est pareil, en fait, dans le cinéma français ou dans les séries françaises, t'as rien qui parle des Asiatiques ou même, entre guillemets, du racisme. C'est toujours lié aux banlieues ou ce genre de trucs. Et il y a très peu de trucs. Donc, en fait, et j'ai l'impression, pourtant, les États-Unis, c'est des gros tarés quand tu vois leur histoire. Enfin, là, les mecs, ils ont fait n'importe quoi. Tu vois, interdire ce genre d'immigration-là, parquer les Chinois sur une île. Et ils ont fait pareil avec les Arabes un peu après. C'est incroyable, en fait.
Et pourtant, malgré le fait que tu as l'impression qu'ils sont beaucoup plus tard avec nous, ils arrivent quand même à produire des œuvres qui en parlent de ça et qui réfléchissent là-dessus. Et voilà, enfin même Shang-Chi, tu vois, pour vraiment prendre un extrême hallucinant, quoi. Ouais. Non, mais en fait, il y a un rapport, je pense, c'est-à-dire que les États-Unis ont commencé à déconstruire leur histoire plus tôt que nous. Enfin, nous, je veux dire, tu vois, on est encore incapable, pardon, ça devient Politica Outcast 2 secondes. Mais voilà, Ouais, genre, va me faire ne serait-ce qu'un film sur l'Algérie, tu vois. Enfin, bon, je sais qu'il y en a quelques-uns en préparation, mais tu vas voir la gueule que ça va avoir, enfin, l'accueil que ça va avoir. Je pense que voilà, on n'est pas prêt encore, et c'est nulos. Hein. Et les trucs sur C'est YouTube, nulos, en mais fait. tant qu'on n'apprendra déjà pas à l'école ce qui s'est passé, je veux dire, je vois pas trop comment on va en faire des œuvres de fiction, quoi. Exactement. Il s'est passé un truc? De quoi il parle? Eh bien, voilà, c'était une touche particulière pour terminer, mais je suis très content qu'on ait abordé ces comics et ces sujets. C'est pas du tout Instagram que je voulais lancer. Alors, en review, en résumé, pardon, des reviews, Jean nous a parlé de Superman Son of Kal-El, un accueil Chaleureux. plutôt positif. Oui. quand À même. part de Lost, de l'émission, qui À part de Lost, qui ne l'a pas lu, qui mais ne l'a pas lu. mais qui ne l'aime pas quand même. Qui bitch gratos. Ensuite, on a parlé de Batman the Detective, qui donc nous permet de voir Oberkampf sous les yeux d'un homme chauve-souris. Et rien que pour ça. Et rien que pour ça, je pense que lisez-le. Et enfin, The Good Asian, apporté par Ketrus, qui est qualifié ni plus ni moins que une lecture fantastique Excellent. par Jean Avocat, Ouais, c'est d'enfer. qui nous dit « Je n'ai pas lu quelque chose comme ça depuis bien longtemps ». Depuis bien longtemps. Ouais. Depuis belle lurette. Écoutez, je vous propose de faire tout de suite une petite pause de à peu près 5 secondes et de nous retrouver ensuite pour une sorte de focus. De retour dans Comics Outcast, toujours en direct du vaisseau Hyper Sensas, toujours en charmante compagnie. Nous sommes dans le 173e épisode et vraiment, je suis ravi d'être là ce soir, de constater autour de moi toutes ces mines réjouies. On est vraiment heureux de se retrouver et ça se voit. Ça tombe bien car ce soir, on va aborder le département 73 et le 73, c'est là, ça se voit. Je boxe avec les mots en fait. Si vous êtes coiffeur à Tignes, si vous nous écoutez pour la 1000e fois, si votre animal de compagnie est fatigué à Chanaz, si vous étudiez à école, si vous passez votre permis de conduire à Fresnay, si vous sentez bif-bof à Gerbet, ou que vous vous droguez à Planay, si vous êtes à la gare à Saint-Pancras, si vous êtes une douzaine à 13, si vous avez perdu mon costume à Montailleur ou si vous rigolez bien à Yenne, vous êtes sûrement au courant de l'existence du Patreon de Vaisseau Hyper Sensas, ce collectif de podcasteurs réunissant désormais un total de, j'ai pas noté, je crois 10 podcasts depuis que nous avons accueilli l'incroyable fiction. Qui n'est pas une fiction, l'incroyable podcast Cinécure de Charles-Édouard, qui nous fait voyager à travers les époques et à travers les genres du cinéma, et dont le spin-off Cinessentiel sur Henri-Georges Clouzot commence très bientôt. J'ai hâte de vous le faire découvrir. Je ne dis pas ça parce que je suis producteur de ce podcast. Sur patreon.com/vaisseau Hyper Sensas, n'hésitez pas à nous faire quelques micro-dons qui nous permettront... par exemple, d'acheter le Zoom PodTrack P8 que j'ai actuellement entre les mains et qui ne serait pas sur notre table ce soir sans vous. Donc, juste, je fais une pause. D'habitude, je vous demande de l'argent, mais là, je vais peut-être juste dire merci parce que c'est un très très bel objet qui va nous permettre, à chaque réalisateur, à chaque producteur des podcasts de Vaisseau Hyper Sensas d'être un peu plus indépendant et de peut-être aussi réaliser et produire plus vite et de meilleure qualité. On essaie de remplacer les réalisateurs par des machines. Exactement, on le voit à la montée des machines. Donc. Franchement, merci beaucoup. On a encore plein de petits investissements ici et là, dont peut-être des équipements vidéo ou que sais-je. Merci de votre soutien. On ne termine pas d'être en putain, je galère ce soir juste parce que j'ai dit que je monterais pas l'épisode. On est vraiment très fan de vous. Un grand merci.
n'hésitez pas à aller sur patreon.com/veto hypersensas. On est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Je vous propose de passer directement au focus. Et ce soir, le focus, il est proposé par Ketrus, qui, lors de la préparation de cette émission, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, il est arrivé un peu comme une sorte de chevalier blanc, et il a dit, on n'a qu'à faire concrète, en fait. Et tout le monde s'est dit, bah franchement, Ketrus, go, si t'es chaud, go. Et c'est ce que t'as fait, donc. Ouais, parce que dans mon souvenir concret, c'était 2 tomes En fait, petits chez Delcourt. Et en fait, c'est 10 tomes, enfin 10 TPB, je crois, Voilà. je sais plus combien d'histoires. donc après, tes petits amis, ils ont fait la gueule. C'est vrai, vous avez fait la gueule un petit peu. Vous avez pleuré? Non. On a eu un peu Non, peur, ça va. on a vu le nombre de trucs, on a fait ah mais Prends quand un même. bonbon, tiens. Payé Et par c'est- l'argent des patrons. C'est pas souvent quand même qu'on fait un comics qui a débuté dans les années 80. Oui, exactement. 87. 87 d'ailleurs, et c'est assez étrange qu'il n'y ait pas plus de tomes français que ça. Donc comme tu le dis, donc c'est un comics chez Dark Horse Comics, écrit, enfin scénarisé et dessiné par Paul Chadwick, tout en noir et blanc d'ailleurs. Donc peut-être que mes souvenirs de BD couleurs françaises sont erronés, mais en fait bon, et puis en plus j'ai pas retrouvé des versions françaises pour ce focus. Bah, je crois qu'en fait, ça a été édité chez Semic. Donc en fait, il n'y a potentiellement C'est Mic Noir. que Fred en fait qui peut se souvenir de cette époque. C'est ça, c'est Semic Noir où ils ont sorti seulement aussi que 3. Tu viens de me traiter de vieux en fait, et je viens de te donner raison. C'était une balle perdue Ouais. pour Fred Lieto. Oui, je me le prends dans la gueule en fait. Là, Fred, je me suis mis devant. Ouais, parce qu'il y avait eu que 2 ou 3 épisodes, 3 TPB de Walking Dead aussi à l'époque. Bref. Passons. Donc Concrete, qui veut dire béton en français, ou en anglais plutôt, raconte l'histoire de Joy Light Go, qui est en fait un rédacteur des discours pour un sénateur, le sénateur Douglas. Ça va avoir une petite importance après. Et qu'est-ce qu'il fait ce mec ? Il adore aller randonner, il randonne avec un pote. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Des extraterrestres s'amusent et transplantent en fait leur cerveau dans un corps de béton. Normal. Oui, parce qu'en fait, les extraterrestres aiment faire ça. Donc c'est un peu la merde. Son pote meurt malheureusement pendant l'évasion, pendant leur évasion, et il décide d'appeler son boss en fait, donc le sénateur, parce que oui, quand t'es transformé en béton, t'appelles ton boss. C'est le premier truc que tu fais. C'est important. Je le sais, moi je t'appellerais par exemple Adrien, vu que t'es réalisateur et host. Je suis ton boss ? Là, sur cette émission-là. Ah oui, bien sûr. Et donc il prend contact avec le sénateur qui lui dit ok, pas de souci, j'appelle la NSA, tu vas voir, ils sont ultra cool, ils vont t'aider. Et donc il l'aide et ils le foutent, ils l'enferment et ils lui font plein de tests scientifiques dessus pour savoir d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il peut résister, est-ce qu'il est fort, combien il pèse, etc. Le truc que les Américains adorent faire en fait avec les extraterrestres. Toutes ces expériences sont coordonnées par en fait Maureen von Gutt. Ah oui. Tu la connais ? Ouais. Ouais, elle est renommée. Super sympa. Qui après aussi va rester en fait dans la série et fait ça. Il en a un peu ras le cul, Concrete, parce que effectivement être enfermé tout le temps et avoir des expériences à la con sur soi, au bout d'un moment t'en as marre. À un moment donné, Donc il leur demande de sortir. Et ils font non quand même. T'es un homme de béton, merde. Et donc il essaie de se barrer, il n'y arrive pas, il se fait rattraper. Mais ils ont conscience que c'est pas juste un animal. Référence. Donc ils trouvent un compromis, ils leur disent ok bon tu peux sortir, on va continuer à faire en fait des analyses sur toi, mais on ne révèle pas ta vraie identité au public. Là, t'es toujours dans le tome 1 un peu ? Non, je résume un peu tout parce que c'est mélangé en fait. Ok, c'est mélangé dans la chronologie des TPB. Ah. Et donc il engage comment ça s'appelle ? Il engage Harry Munro. Larry Monroe, merci. Et garde aussi Maureen, donc la scientifique, pour essayer de réorganiser sa vie. Alors pourquoi il engage Larry Monroe ? Parce qu'en fait, il peut pas taper lui, il peut pas écrire avec ses grosses mains, il peut pas le faire. Donc en fait, il a besoin d'un rédacteur, d'un prête-plume en fait, pour pouvoir faire sa vie. Et il se retrouve embarqué dans des affaires politiques où il aide son ancien boss Douglas. Il va se retrouver à sauver des gens, sauver des mineurs. Donc ça, c'est dans le tome 1. Il va se retrouver aussi à aider une famille qui doit être expulsée. Il va se retrouver face à des catastrophes écologiques. D'ailleurs, dans un épisode, il va adhérer à une espèce de groupe
un peu extrémiste, zadiste, on va dire, écologiste. Et là où il va se questionner en fait sur les actions, c'est-à-dire que pour lui, il veut sauver l'écologie, etc. Mais il va se retrouver avec un groupe qui va un peu trop loin. Donc voilà. Donc en fait, Concrete, c'est ça. C'est un homme qui se retrouve dans un corps un peu particulier, qui va être confronté en fait à plein de problèmes sociaux et de problèmes écologiques, etc. et du monde de la société. Et aussi, il y a un thème qui est abordé, c'est la sexualité, parce qu'il ne peut pas, avoir de rapport sexuel, mais concrètement, il peut pas. Concrètement, il peut pas. ouais, c'est ça, parce que ce que Denis Glandy, c'est du béton. Vraiment. Et par contre, il a toujours du désir et il a plein de fans aussi qui veulent, qui le trouvent super beau, super branché, etc. Et un peu plus tard, alors je sais plus, c'est dans très longtemps après, il va quand même réussir à procréer. Pas procréer, mais en fait à avoir une progéniture qui sera un tout petit Concrete qui est très mignon, et voilà. Donc voilà, Concrete, c'est ça, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve dans un corps de béton, et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, comment tu retrouves une vie et comment tu te rends utile aussi, et voilà, et ça remet tout en perspective sa vie d'avant. Je suis vendu déjà, quoi, tu vois. Jean, tu as découvert Concrete à l'occasion de la préparation de ce focus ? Absolument. Et alors, comment tu reviens parmi nous après cette expérience ? Changer. tout simplement. Changer, tout simplement. Concrete, moi, ça m'a beaucoup plu. C'est l'histoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, moi, c'est une des premières fois dans le domaine du comics américain où on a un personnage qui acquiert capacité spéciale, certes accompagnée de mauvais côtés, mais un peu à la façon de la chose des Fantastiques. Donc quelqu'un qui a une forme de super pouvoir, entre guillemets, et où la question de devenir un super-héros ne se pose pas, jamais. Jamais. On n'est pas là pour parler de ça. C'est plus comme les méta-humains. Enfin, genre, voilà, quoi, il n'est pas obligé de faire de sa spécificité un don du bien commun, quoi. Non, c'est-à-dire c'est quelqu'un de bon, il va effectivement à quelques reprises aider des gens, mais ce qu'on suit, c'est quelqu'un qui a eu un changement dans sa vie et qui dit comment je fais maintenant. Et lui, ce qu'il veut, c'est continuer à vivre sa vie. Et comment il s'adapte à sa nouvelle forme. Et c'est très réflexif, en fait. Il y a quelque chose de très... il pense beaucoup, donc il réfléchit beaucoup. Et il se pose beaucoup de questions sur lui, sur ce qu'il doit faire, sur le sens de sa vie, les rêves qu'il a envie de réaliser. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a plein de rêves et qu'il essaie de les réaliser et que la plupart du temps, il n'y arrive pas ou pas complètement. Mais le mec, il laisse pas béton. Voilà, jamais. Et c'est ça que ça raconte, en fait. À l'arrivée, c'est l'histoire de quelqu'un qui grandit, qui se confronte à ses limites, qui est comme nous tous, en fait, et se poser la question de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et accepter de faire avec nos limites. Et en fait, c'est ça le fond de Concrete. Tout ce que ça raconte, c'est ça. C'est quelqu'un qui est face à un changement et qui accepte d'être ce qu'il est et pas tout ce qu'il voudrait être. Et à côté de ça, graphiquement, ça tue. Donc c'est en noir et blanc. Au début, c'est des lignes claires. Au début, tu fais OK, c'est du dessin réaliste avec une petite touche un peu cartoon, un peu sur certains personnages, mais pas trop. Les décors sont simples. Et puis, il y a des espèces d'envolées graphiques où avec quelques traits, il y a des planches qui sont incroyables. L'intérieur du vaisseau extraterrestre, une image quand il est sur le point de se faire écraser dans une grotte par un truc qui s'effondre. Tout d'un coup, c'est des pleines planches hyper contrastées, ultra bien construites. Il y a tout un arc où il part faire un trek au Népal qui est somptueux visuellement. Et puis qui est aussi où on apprend aussi plein de trucs. Je parlais pour le comics de tout à l'heure, que c'est intéressant d'apprendre des choses, donc notamment là dans le trek au Népal, il fait tout un historique de toutes les tentatives réelles qu'il y a eu pour atteindre le sommet de l'Everest. Et voilà, pareil, on apprend des choses passionnantes tout en suivant quelqu'un qui se questionne sur le sens de la vie. Enfin, moi, ça m'a vraiment touché très fort. J'ai trouvé ça très très beau. Hélène, tu as parcouru le début au moins, parce qu'on a dit c'est un petit peu long. Qu'est-ce que ça a fait sur toi, Concrete ? Au début, je me suis dit noir et blanc. Ça va être chaud. Beaucoup de textes aussi. J'ai été un peu surprise. C'est vrai que ça parle beaucoup. Ça parle. Je pense que c'est aussi parce que nos comics maintenant parlent beaucoup moins que les comics de l'époque.
Mais par contre, c'était hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé, comme vous disiez, ce personnage où effectivement il s'est passé quelque chose, son corps était... il a un corps qui pourrait être celui d'un super-héros, mais c'est pas le cas et c'est pas le sujet. J'ai beaucoup aimé justement son humanité finalement derrière tout ça. Il a besoin des services des autres parce qu'il peut rien faire, son corps le handicap. Mais il est appelé pour aller creuser de la terre, pour sauver des gens, mais il fait plein de choses. Il y a un côté drôle aussi. Il y a pas mal de scènes qui sont drôles, t'as des mises en casque qui sont pas mal. J'ai en tête un moment où, je sais plus, il est sur une bouée, sur un bateau, et t'as plein de mini-cases où tu le vois avancer. Enfin, t'as des trucs un peu... Parce que c'est très long. Oui, c'est ça, parce que c'est très long, et du coup, ils ont rajouté des cases, je sais pas combien sur la page. Ouais, une bonne cinquantaine, je pense. Ouais. Et je sais pas, il y a plein de choses hyper intelligentes, en fait, dans le comics. Je connaissais pas du tout. Enfin, je pensais pas connaître, mais effectivement, quand j'ai vu les covers, les covers françaises, en fait, elles me disent quelque chose, effectivement. Et je pense que je continuerai. Mais comme c'est finalement des histoires assez courtes à chaque fois, tu vois, genre tu peux te faire une petite histoire tous les soirs et ça marche très bien. Et ça, je suis vraiment contente de l'avoir découvert parce que t'as pas besoin de tout lire d'un coup. Je pense que ça se reprend aussi facilement. Tu vois, tu lis une histoire une fois de temps en temps et tu peux reprendre. C'est pas très grave en fait. Si t'as fait une pause entre deux, tu seras pas perdu. Et ça, c'est hyper agréable et c'est hyper bien parce que c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y en avait 10 TPB, j'ai fait un peu oups. Tu vois, genre j'ai pas trop le temps. Qu'est-ce qui nous a fait qu'être... Non mais c'est vraiment ça. Mais en fait, tu lis le premier, tu comprends très vite en fait que c'est plein d'histoires courtes qui vont se mettre les unes derrière les autres. Alors bien sûr, ça arrive pas tout de suite. L'histoire sur sa vie, non. Pourquoi il est comme ça. Et c'est pas tant l'histoire qui est importante, c'est la réflexion qu'il y a. C'est ça, à chaque fois, ouais. Mais du coup, ça te fait des... Alors, j'ai des sketchs en tête, mais c'est pas du tout des sketchs, mais t'as une mini-histoire, une mini-aventure qui se passe, et puis derrière, t'as un sous-texte qui est hyper important, où il se passe plein de choses. Lui, le personnage, il est hyper intéressant, en fait. Je m'attendais pas à ça d'un mec en pierre. Enfin, franchement, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, bon, tu vois, le type en pierre, on connaît le... Oui. Voilà, on en a déjà vu un, il est pas terrible, enfin le fond est pas incroyable quoi. Et là en fait il est hyper intelligent, il y a plein de choses à raconter. Et rien que le fait effectivement qu'il embauche ce gars dès le départ, tu te dis parce que il y a plein de choses quoi. Ouais, parce que c'est un littéraire en fait. Genre je crois pas me souvenir de héros de BD qui est un rédacteur pour un sénateur quoi. Un rédacteur de discours en fait. Oui, c'est ça. Et en plus, il se retrouve avec un type qui veut absolument écrire sa nouvelle. Rare, j'imagine, dans l'univers des comics. Ouais, dans les séries, on a eu, mais... Et du coup, Hélène, est-ce que ça t'a donné envie de continuer ? Mais oui, là, c'est ce que je disais. Je pense que je vais me relire une fois de temps en temps. Tu vas avancer en fait au fur et à mesure, pas tout d'un coup, parce que pour moi, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais de lire au fur et à mesure. Tu vois, genre, je m'en fais ça fait 5-6 issues à chaque fois pour avoir une histoire complète, quoi, un peu cet équivalent-là. Donc ouais, je pense que je vais avancer comme ça, doucement. Et du coup, j'ai l'impression, ça du coup j'ai pas vérifié, c'est bien toi. J'ai pas l'impression que ça existe en français. Il y a que deux. Ouais, mais est-ce que c'était chez Semic et ça a été repris par du coup Delcourt ou un truc comme ça? Aussi, mais c'est assez étrange parce que c'est quand même un petit monument. Il a eu plein de prix en fait. Il a eu un Eisner Award et ce genre de choses. Et non, il n'y a pas eu de réédition. C'est un homme, hein, tu dis un petit monument, mais c'est pas parce qu'il est en béton. Oui, c'est vrai. J'avais cherché, mais non, il n'y a pas eu de réédition du tout. C'est un peu dommage en fait, d'avoir perdu ça comme ça. Et c'est une super histoire. Mais alors, ce qui m'a étonné, et peut-être que tu pourras éclairer ma lanterne, sur Wikipédia, il est noté comme ongoing. Oui, parce qu'en fait, il peut continuer à faire des aventures. Enfin, il y a pas de. C'est juste qu'il n'y a pas de fin. Enfin, c'est ça qui qualifie un ongoing. Je sais pas, j'ai un peu bugué en voyant ça. Ils n'ont pas décidé de clore le truc, quoi, peut-être. Oui, parce qu'il c'est pas depuis 1987 non-stop, il y a eu des pauses. Quoi. Il y a eu des pauses, je crois que les 10 premiers numéros, je crois qu'ils sont sortis tous les mois. Relativement récents par rapport à. Et puis après, il y a eu des pauses et ça a repris. Je crois 2010 ou 2012. Ouais, les derniers sont par retour. Écoute, sur la version anglaise de Wikipédia, ils disent Limited Series. Ah, bah voilà. Alors, alors, d'accord. Quoi. Alors là, on peut plus croire ce qu'on voit sur Internet. Au prix qu'on paye Wikipédia. Les derniers, c'est 2012. Ouais, c'est vrai que ça reste encore récent. Hein. Mais justement, comme c'est un peu réflexif, comme ça, je pense que à n'importe quel moment, l'auteur, si tout d'un coup il a un sujet, quelque chose qui lui tient à cœur, il peut concrète aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, c'est pas un ongoing dans le sens où c'est plein de mini-séries en fait qui s'enchaînent. Donc c'est peut-être pour ça qu'il le voit pas comme un ongoing, mais vu qu'il continue à refaire des mini-séries dessus, tu vois, il peut très bien en sortir l'année prochaine. Et en fait, c'est comme si c'est juste la même storyline du même personnage, quoi. Et il a jamais rencontré, pour le coup, d'autres personnages de l'univers Dark Horse. Enfin, ils se sont pas, pour le coup, amusés à sortir ce personnage-là de sa propre continuité, quoi. Non, je crois pas.
En fait, je dis ça parce que quand je l'ai vu au tout début, je vais me faire insulter par les deux personnes en face de moi, mais je me suis demandé si c'était pas genre un personnage de Mignola. Un De personnage l'univers de Mignola. Genre un homoncule. Ouais. Ah oui. Ouais. En fait, et aussi parce que t'as sauté dessus, t'as dit on n'a qu'à faire Concrete, et comme Jean ne réagissait pas particulièrement, je me suis dit ils ont dû en parler parce que les deux fans de Mignola. Tu sais pourquoi j'ai mis ça tout de suite, parce qu'en fait c'est depuis que je suis dans Comics Outcast et même avant, où je disais putain faut qu'il fasse Concrete. La première fois que je suis arrivé dans l'émission, je l'ai mis dans le fichier, j'ai mis Concrete en focus et on l'a jamais fait quoi. Et il est toujours dans le document de réunion. Ouais, je pense qu'il est toujours dans le document réunion dans Focus. Et parce que c'est un des comics, en tout cas la version CMYK, que j'ai le plus offert à des anniversaires à l'époque. Parce que j'avais trouvé ça mortel et je les avais offerts à plein de gens et moi j'en avais pas. Amis auditeurs, amis patronautes, si vous trouvez qu'il y a une injustice et que dans Comics Outcast il y a un focus qu'on aurait dû faire, alors vous allez me dire Sandman et peut-être qu'on corrigera ça très bientôt, mais si il y a une œuvre du genre que vous pensez qu'on a raté, voilà, dites-le nous, envoyez-nous des MP, des commentaires dans le Bouya Comics Club qui existe toujours, dans le Discord, sur Twitter, sur Facebook, enfin que sais-je, sur Instagram d'ailleurs. J'en profite pour parler de nos réseaux sociaux. T'as vu, c'est habile. Bien. C'était l'intégralité de votre avis sur Concrete ? Oui, il faut le dire, c'est trop bien. Lisez-le, Disez-le. tout simplement. Découvrez-le. Et faites une pétition Pour qu'il réédite en français. pour qu'il réédite en français. Ouais. Alors voilà, on va envoyer des papiers à je sais pas qui, à Delcourt par exemple. Ouais. On leur dira rééditer Concrete, bon sang, de bois. Nous voici désormais basculés dans cette troisième partie, la troisième partie que tout le monde redoute ici, puisque non, je sais pas, qu'on qualifie entre nous de hors les bulles. Le hors les bulles, c'est quoi ? C'est quand on parle de l'univers des comics en dehors des comics. Exemple, Livret par exemple. Un film. Un film par exemple. Jean, une autre idée peut-être ? Une série animée ? Très bien. Ketrus ? Une exposition. Une exposition, très bien, on en a fait 2. Ou encore un jeu vidéo, un jeu de plateau, que sais-je, et tout ça est en préparation. Chaque fois que tu dis que c'est, je vois les vieux bouquins qu'on avait, les que c'est, la collection. Ouais, hein, chaque fois que je dis que sais-je, ça veut dire que je dis beaucoup que sais-je. Ouais, en tout cas ce soir, oui. Ah d'accord, ok. C'est des fois comme ça, j'ai des espèces de tics de langage, mais qui durent 1 heure. Et voilà, par exemple, cet après-midi, j'ai dit 4 fois signifiant, je pense, en 1 heure. Bref, où est-ce que j'en étais ? Je voulais juste vous dire que, avant qu'on parle de Hors les bulles, je vais quand même juste vous rappeler que Vaisseau Hyper Sans Cesse, c'est plein d'autres très très bons podcasts. Si vous aimez Game of Thrones ou comment ça s'appelle la prochaine série ? Ah, j'ai arrêté Whisperos, moi je sais plus. Non, mais la prochaine série de Game of Thrones. Putain, je vais me faire défoncer. Dragons. Ça finit par Dragons. Un truc comme ça. Moi, je suis pas Game of Thrones. Vous allez adorer Whisperos. Si vous aimez, par exemple, tout ce qui est un petit peu culture au sens large et pop culture, vous aimerez probablement le Contrecast. Si vous avez envie de vous lancer dans la conception de jeux de société, par exemple, vous pourriez écouter Théo Rivière et Zef dans 63-88. Si vous avez une passion pour les figurines, les jouets et les jeux, vous pourriez très bien écouter les Toys, où Joe, Greg et Nico partagent cet amour avec vous. Voilà, vous pourriez par exemple vous orienter sur Comité si vous voulez en savoir plus sur le grand Jean-Claude, ou encore Mon Carnet, où Julien nous partage les brouillons de ces romans qui n'ont pas vu le jour, mais qui deviennent, sous vos yeux ébahis, des fictions sonores assez incroyables. Il vient d'en sortir une la semaine dernière, si je me projette dans le futur du présent, et je vous invite vivement à aller le voir. Et puis bien sûr Cinécure, j'ai oublié d'autres choses pour des raisons de manque de temps. Que de belles choses. Est-ce qu'on va continuer dans les belles choses ? Je ne sais pas, car ce soir il s'agit de parler d'un carnage. Il s'agit de parler de Venom 2. Alors je sais pas, Venom 2, donc Let There Be Carnage, Tom Hardy, tout ça. Je sais pas, peut-être Ketrus, tu veux nous en parler ?
Alors, en gros, en résumé, ça donne quoi? En résumé, donc Carnage et Venom sont devenus potes. Ok. Normal. Donc ça se passe bien, etc. Chacun fait sa vie et rencontre une nana dans New York. Et en fait, le problème, c'est qu'ils tombent tous les deux amoureux de la nana. Ils s'embrouillent rapidement, ils se fritent et Carnage se fait défoncer la gueule par Venom, qui, du coup, Carnage va dans les égouts et vit maintenant dans les égouts. Et là, il tourne complètement taré, il commence à bouffer des reliquats de pizza, des trucs comme ça. Il commence à discuter avec un rat. Et en fait, il est en train de devenir le super méchant. Et il se met à attaquer les journalistes, tout ça, qu'il y a dans la rue. Et il en enlève une en avril. Et Venom dit mais c'est pas possible, c'est ainsi comme ça. Et donc en fait, il se frite, etc. Et le film commence comme ça. Ok, alors je vais quand même vous confesser quelque chose. Une seule personne autour de cette table a vu le film. Peut-être que c'est pas Ketrus. Jean, t'en as pensé quoi, toi? Ce qui est intéressant, c'est la réflexion sur la dualité des personnages. On a de tout le rapport à l'animalité qu'on a en soi, comment la maîtriser, comment savoir comment se contrôler, et les deux aspects de cette gestion de la violence interne, d'un côté avec Carnage qui se laisse aller au carnage, alors que Venom il serre les dents très fort comme ça pour résister, et à la fin, on est dans un moment philosophico-cathartique, finalement, figurez-vous qu'ils font tous l'amour. Waouh, ça finit dans une sorte d'énorme partouze. Voilà, mais après, c'est tout en CGI, les tentacules et tout. Mais bon, ça raconte quelque chose finalement, une sorte d'épiphanie très physique. Non, c'est pas Fanny qui s'appelait. Lionel Epiphanie. Alors, je me tourne vers Nivray, qui en vrai est notre reporter qui a pu participer à la séance hier. Alors, je vous cache pas que l'épisode sort le lendemain de la sortie de Venom, donc il n'y a que Nivray qui a vu le film, mais on va lui poser plein de questions. Nivray, Oui. En vrai de vrai, Oui. Venom, ça parle de quoi? Alors, on reprend direct après le précédent film. Donc, Eddie et Venom sont devenus super potes. Non, là tu copies Ketrus. non, ils partagent le corps, tu vois. Donc, ils sont en coloc. Et c'est vraiment un peu en mode sitcom. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, ils ont des poules. Ils font leur petit déj ensemble et tout. Ah non, mais c'est genre, ils sont bros, quoi. C'est vraiment genre. Ils ont des poules. Ils ont des poules. Ils vivent ensemble dans leur appart. Ils ont que des trucs qui sont équipés. Venom se nourrit de chocolat et de poules, mais pas ces deux-là parce que il les aime d'amour. C'est ses poules. Ah non, mais je vous jure, c'est pas une blague. Et on a surtout un gros flashback qui est intéressant sur le personnage de Cletus Cassidy, donc qui va devenir Carnage, et sa meuf. Sa meuf, c'est Frances Barrison, donc Shriek. Pour ceux qui connaissent pas dans les comics, elle a un pouvoir d'ultrason, sur de mutant. Et qui n'aime pas les ultrasons? Les symbiotes. Voilà, les symbiotes n'aiment pas les ultrasons. Donc tous les deux se sont connus quand ils étaient petits à Sainte-Est, la maison des enfants non souhaités, Unwanted Child. Et ils ont été séparés, bien sûr, quand Frances a été emmenée à Ravencroft. Voilà. Et bien sûr, ce qui Cletus, tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est pouvoir retrouver un jour l'amour de sa vie. Donc on revient dans le présent. Donc Eddie, qui est journaliste, qui vit sa petite vie tranquillou, sitcom avec Venom, est appelé par Cletus, qui est en prison parce qu'il a buté plein de gens. Et il veut parler que à Eddie. J'ai déjà fait la blague du faux pitch. Ouais. Non, il veut parler que à Eddie. Et donc il va voir Eddie, il papote. Et en repartant en fait de la prison d'Eddie, il voit des images. Et là, Venom. Mais alors Venom détective. Venom. Alors, détective Venom. Juste, je me permets une toute petite pause parce que donc le podcast va sortir quel jour? Le très exactement. Le 15, non? Le 15. Le film sort le 20. Ah oui, voilà. Donc en fait, si vous l'écoutez le jour de la sortie, le film n'est pas encore sorti. Et là, Nivray, je vais tout vous spoiler. Alors, mais vous inquiétez pas, c'est fini dans 4 lignes. Voilà, on part du principe que le scénario tient sur une feuille de papier. C'est vraiment ça. Et que le film dure 1h30 quand même. Et que potentiellement, il ne faut pas aller le voir? Non. Voilà. En fait, voilà. Donc, voilà. En fait, je vais vous faire gagner du temps. Je vais vous expliquer le film. Et la scène de fin, qui est le seul intérêt du film. Alors, vas-y, go. Comme ça, vous allez gagner du temps. Vas-y, go. Donc, ce qui se passe, c'est que Eddie et Venom découvrent que le méchant Cletus a buté plein de gens. Donc Cletus, ils vont l'envoyer à la petite injection létale, histoire de terminer sa vie. Avant de mourir, Eddie dit c'est quand même un peu triste de le laisser partir sans lui dire au revoir. Du coup, il va lui dire au revoir. À ce moment-là, il se fait mordre
Cletus a mordu Eddie et du coup récupère du sang de Venom dans son corps et devient Carnage. Et Carnage et Cletus, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller sauver la meuf de Cletus. Point 1. Ils vont dire, du coup, maintenant qu'on l'a sauvé, on va se marier. Et Carnage, il aime pas Venom, donc il veut tuer Venom. Cletus, il veut tuer Eddie. Donc du coup, Mais pourquoi il veut tuer convie Eddie et Venom au mariage, dans une cathédrale. Ils se combattent, Carnage meurt et c'est la fin du film. J'étais pas très loin après. Point. Et il y a une scène post-générique. Voilà, qui est le seul intérêt du film. Donc à la fin du film, on est comme à la fin du précédent. N'allez pas voir, en fait, juste, on peut se le dire, n'allez pas voir un film juste pour la scène post-générique. Hein. Non, elle va la trouver ailleurs sur Internet. Oui, elle va filtrer, vous inquiétez pas. La scène, elle est très, très courte à expliquer. Simplement, Eddie et Venom se sentent un peu menacés, donc sont partis s'isoler sur une petite île déserte tranquillement. Ils sont à l'hôtel. Ils sont en train de mater une telenovela et ils sont en train de discuter des émotions du personnage principal de la telenovela. Très intéressant. Et à ce moment-là, il y a un petit flic. Il y a un truc, tu vois, genre la lumière s'allume, s'éteint, ça scintille. Et ils sont toujours dans la même chambre d'hôtel, mais c'est pas les mêmes draps, c'est pas le même décor, la luminosité est pas la même. Et là, à la télé, c'est plus la telenovela. C'est une chaîne d'infos qui dit le nom de Spider-Man et Peter Parker. Et là, on se retrouve avec les images du film Spider-Man. Mais non. Et donc, Venom arrive dans le MCU. Mais non. Point. Donc, Voilà. donc ça veut dire que l'astuce scénaristique, c'est genre, il était dans une chambre d'hôtel et soudain, en fait, l'univers autour de lui change. C'est ça. Et donc, il a changé d'univers, quoi. Exactement. Okay. Ils activent le multivers. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Il y a une lumière qui scintille. C'est vraiment genre un problème d'ampoule. Et ils ont changé d'univers. Donc ils débarquent officiellement dans le MCU. Donc je suppose dans le prochain film Spider-Man, qui se passe à ce moment-là, puisqu'en fait dans la bande-annonce on le revoit à ce moment-là. Après il sera peut-être Mais du coup, le même pas d'ailleurs dans ce film-là. Enfin, à mon avis, pour des questions de droit, je sais pas. impossible. En fait, comme ils le font démarrer à ce moment-là, c'est très bizarre. Ouais, mais dans ce sens-là, j'y crois pas. Enfin bon, pardon. Ketrus, est-ce que ça t'a donné envie d'aller le voir ? Non. Non. Et pour non, info, absolument pas. Si, je regarderai. Je vous ai juste évité un moment dans le film. En fait, un moment, Eddie et Venom, ils s'engueulent. Alors, du coup, ils se séparent. Mais les poules, ils vont les relibérer dans un parc. Mais non, mais c'est pas possible, c'est une C'est blague. vrai Oui, Parce c'est vrai. qu'ils n'ont pas la garde partagée des poules. Non, C'est une comédie. Non, en mais- Elles fait. sont mortes. Elles sont dead. non, ouais, parce voilà, qu'il veut c'est pas ça. tuer les poules. Il y a une vraie question. Est-ce que c'est une comédie? Est-ce que c'est Parce que premier c'est une degré en comédie. fait? Je l'ai, déjà, c'était une comédie. Alors, c'est Tom Hardy qui a fait une partie du scénario. Peut-être que c'est une piste. Mais il y a un truc quand même. Enfin, il paraît. L'histoire, si je me souviens bien, c'est que lui, il était un peu déçu du remontage ou du traitement dans le 1. Et en fait, il était quand même plutôt attaché au personnage. Après, ça, c'est peut-être du storytelling de producteur. Hein. Mais genre, est-ce que vraiment, en fait, il avait envie d'écrire pour un 2, de jouer dans un 2 ? En fait, Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, après, attention, il faut quand même dire que là, au jour où on enregistre, en tout cas, les chiffres aux États-Unis sont incroyables. Enfin, Ouais. C'est-à-dire que, en fait, le film, bon, on est dans une année particulière. Je vois les Venom Zoos qui s'excitent un tout petit peu trop parce que les chiffres cette année, ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Mais ça reste quand même un des plus gros cartons de l'année. Qui est pas saut, quoi. Je veux dire, Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce moi, que j'ai c'est peut-être une crise de mauvais goût explication. généralisée ? Non. Pour moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un leak. Au moment de la sortie de Carnage aux US, il y a eu un leak que beaucoup attribuent directement à Sony. Et le leak, c'était Venom arrive dans le MCU, il faut absolument voir le film et la scène post-générique. Allez, malin. Ils ont Voilà. hypé sur, Donc, en fait, sur ils la ont scène Hypé post-générique, sur quoi. la scène de fin. Donc les gens ont subi un film d'1h37, donc c'est pas si long. Honnêtement, quand tu le regardes, le film il est pas exceptionnel, mais tu te dis, au moins la scène, franchement, le combat final, quand il arrive, tu fais ouf, c'est bien, c'est déjà maintenant, comme ça, c'est fini, on n'en parle plus, quoi. Et en fait, tu te tapes 1h35 juste pour les petites minutes de la fin, quoi. Et on peut se dire, enfin, il y a quand même un petit indice, quoi. Quand on entend 1h37 un film aujourd'hui, la plupart bizarre. du temps, c'est chelou. Ouais, c'est bizarre C'est maintenant. qu'il y a un accident industriel. C'est un film français. Ou alors c'est une comédie française. C'est ça, une comédie française. Non, moi, ça m'a beaucoup étonné quand j'ai vu le chiffre. Non, je dis le chiffre, parce que j'ai le chiffre dans la tête, là. Le chiffre, Pas de montage. mais ça m'a aussi rassuré parce que tu vois, je me suis dit, au moins si c'est nul, c'est que 1h37. Je crois que Et c'est un je pourrais argument faire de autre vente. chose. Bah,
je pense que si j'avais pas été invitée à l'avant-première, j'aurais pas été le voir. Il y a pas de qualité. Tout ça aurait pas Mais suffi. vous inquiétez pas, il y a pas de quantité non voilà. plus. C'est pas très long. Donc Et vraiment, Non, mais le rapport qualité-prix reste C'est bon. un scénario en ligne droite avec des effets spéciaux qui sont pas hyper dégueulasses, mais c'est pas non plus incroyable. Un humour qui est là de temps en temps, mais qui est pas non plus méga drôle, tu vois. Le truc avec les poules, c'est pas non plus dingue. Ah si, moi quand tu l'as raconté la scène, j'étais mort de rire. Il y a une petite scène où Venom il fait le petit déjeuner à Eddie aussi. Et genre il lui découpe tout dans son dos. C'est génial. Mais Tom Hardy, enfin déjà dans le 1, il cabotinait de ouf, tu vois, il était un peu je voudrais pas citer quelqu'un de notre podcast, mais qui est chauve et qui Comment différencier les chauves? comment les différencier? Au nombre Impossible, d'enfants. hein. Ouais, impossible. Qui a un enfant. Le débit de parole. Qui celui pour qui avoir un limiteur sur cette table de réalisation est très pratique. Et ben, il avait dit ouais, Tom Hardy, il est incroyable dans Venom. Et je sais pas en fait si je suis d'accord avec lui ou pas, parce que peut-être que, enfin, c'est juste qu'en tout cas, moi j'ai vu Venom dans l'avion, tu vois, vraiment genre dans les pires circonstances, mais après c'est un film d'avion en vrai, je pense. J'avais vraiment cette sensation que, tu sais, il y avait chacun jouait un peu dans un film différent dans leur tête. Tu sais, genre, il y a ceux qui pensent que c'est une comédie, il y a ceux qui pensent que c'est un méga film d'action, il y a ceux qui pensent que c'est premier degré et tout. Et en fait, Tom Hardy, effectivement, peut-être que, genre, selon ce qu'il avait en tête comme genre de film, peut-être qu'il était pas trop mal dedans, quoi, en tout cas. Mais Je pense qu'il voulait faire comme Deadpool. tu crois? Je pense qu'il aurait aimé être Deadpool. Ouais. Je pense qu'il aurait aimé être Deadpool. Ah, mais on en est très loin. En fait, il aimerait Bah oui, on avoir est ce très côté cool, tu sais, le duel en fait dans sa tête, Ouais. c'est un peu comme si Deadpool se parlait à lui-même. Et je pense qu'il y a cette envie-là. Sauf que ça marche pas. Oh, Enfin, vraiment, il n'y a pas de. il fallait faire pas un ça, film quoi. d'horreur avec Venom. Bon. Oui, parce que du coup, c'est pas du tout horreur. Il n'y a Bah pas non. un seul moment. Alors, Carnage, il peut être horrifiant quand tu le regardes, mais t'as pas de scène de peur, pas du tout. Hein. Alors, ça se passe beaucoup dans le noir, sombre, la cathédrale et tout. Il y aurait pu avoir une ambiance horreur, mais alors c'est pas ça À du Amiens, tout. par exemple. Amiens. Non, alors, c'est Mais pas ça a celle l'air d'Amiens. très vilain, quoi. Enfin, franchement, les C'est- bandes annonces. En fait, c'est Même les très bandes annonces vide, hein. donnent pas Ouais. envie, quoi. Donc. Ouais. Et puis, il y a même des creux dans le scénario. Enfin, des creux. Il y a- En 1h37 Ouais, en fait, il y a un problème dans le scénario. À un moment, quand ils sont dans cette cathédrale, donc pour le mariage, les gens se répartissent un petit peu autour du clocher, parce que tu sais bien, quand la cloche sonne, ça fait des ondes, ultrasons, ils aiment pas, tu vois, tout Ouais. ça. Et à un moment, il y a Carnage qui tue la Frances Barrison, donc Shriek. Et en fait, on comprend pas trop, à ce moment-là, pourquoi il essaye de la tuer, parce que il est dans le corps de celui qui veut se marier avec elle, tu vois. Il y a des Histoire problèmes de poule, à mon avis. Ouais, non, c'est très bizarre. Des problèmes de... Et en fait, à ce moment-là, il n'y a pas une justification en mode ils sont pas en cohésion, tu vois. On t'a pas encore dit que potentiellement ils étaient peut-être pas en cohésion. C'est très bizarre. Je sais pas. Non, mais il y a des trucs qui vont pas. Le scénario, il est pas non plus incroyable. En plus d'être très simple. Et donc, si je comprends bien, en plus, c'est pas joli. Enfin, je veux dire, c'est pas. Toi, Bah, les effets spéciaux, c'est oui ou c'est non? Les effets spéciaux, ils sont pas incroyables, ils sont acceptables, quoi. Donc tu te dis non. Alors, les effets Ouais, spéciaux alors- acceptables avec une histoire qui ne dérange pas. Là, Mais c'est éventuellement, pas trop long. Non mais elle est pas trop long. le film, si il durait une demi-heure de plus, mais je pense que j'en aurais beaucoup souffert. 1h37, j'ai accepté le truc. Il y avait la scène de fin où tu fais A. En fait, tu pars sur un truc où tu as fait un A. Tu as un A d'intérêt. Donc du coup, tu pars pas sur une note de E. Tu pars sur un A. Oh. Ah, Voilà. de Denis Brogniart, comme ça. Et je pense que d'ailleurs, cette note d'intérêt, elle est là. Et c'est un A aussi positif. Parce que le film, il était quand même assez bas. Tu vois. Mhm. Donc tu fais ah, ça remonte un petit peu ton Ouais. intérêt Oh. de t'être déplacé, d'être parti une demi-heure plus tôt du travail pour aller voir ça. Quoi. Ah, parce qu'en. Ah, bah d'accord. Et en plus, t'es endetté auprès de la société. Mais Ah qui ouais. produit de la valeur dans non, ce mais pays, pas en de fait. souci. Donc, on ira. Bah, Non, voir, bah non. Venom 2. Et donc, on va pas consacrer un hors les bulles à Venom 2, quoi. Bon, là, j'aurais jamais fait ça. On n'aurait jamais fait ça. Mais après, Non. bon, là, on a quand même tenté un truc un peu incroyable. Je pense, c'est quand même de niquer tout un film avant qu'il sorte Ouais. dans Ouais. un comics. Si ça se trouve, C'est de le rouler Sony, dessus. Sony ne me réinvitera Vous l'avez plus. dit avec la Non, Snyder Cut. C'est pas je demain la rappelle, veille ouais. qu'on aura de nouvelles invites. C'est ça. Non, mais désolé Sony. Alors, monsieur Sony, madame Sony, Faites des efforts. on est vraiment dans l'idée, on n'est pas contre en fait. Mm. Venom 3. Ah oui, tiens, question. Est-ce qu'il y a une sorte de porte
Enfin, En fait, parce que la porte, elle est qu'il est rentré dans l'MCU. La porte, elle est là. En fait, pour moi, tu le fais pas rentrer dans l'MCU si c'est pas pour en faire quelque chose derrière. Donc, soit il y a un Venom 3, soit il est intégré à un Spider-Man. Et les Sinister Six? Pourquoi les gâcher? Ouais, Encore. non. En fait, ouais. Non, mais parce que là, en gros, l'avenir, c'est potentiellement, oui, les Sinister Six, éventuellement un autre Venom, éventuellement. Je sais pas. En vrai, il y a rien qui donne vraiment envie. Hein. Je suis pas Mais du coup, emballée. ils abandonnent pas. Si, enfin, c'est fini ça en fait. Bah, du coup, pour moi, ils ont abandonné tout le monde où il était. Donc potentiellement, ils peuvent jeter tout ça à la poubelle et ils démarrent sur un nouvel univers. Oui, c'est ça. Donc ils peuvent faire un 3 dans n'importe quel autre multivers. En vrai, tu vois, ils peuvent le redéplacer une fois. Il était une fois sur son lit de chambre, enfin, sur sa chambre et ça a sauté, la lumière a clignoté. Donc ça se trouve, ils peuvent repartir une deuxième fois, tu vois. On a déjà vu des 3 qui sauvaient la franchise. Hein. Par exemple, Thor 3. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. J'essaie juste de chercher un peu la merde. Et il en pense quoi, Jean ? De Venom 2 ou de Thor 3 De Venom 2. Ah bah de Venom 2, bah, j'irai pas le voir. Aucun regret, hein. Pas moyen. J'ai même pas vu le 1 pour tout vous dire. Je veux dire, en fait, déjà quand il y a des films qui ont des super bandes annonces et tu peux y aller et découvrir que tu t'es fait bien enfler et qu'en fait le film est nul. Et sur le premier Venom, déjà, la bande annonce ne te donnait pas envie, en tout cas me donnait pas envie. Donc j'ai même pas pris la peine d'aller voir le 1. Et la bande annonce du 2, pareil. Donc, voilà. C'est fou du coup parce que tu dis se faire avoir et en fait du coup je me demande vraiment si ce leak c'est genre pas vraiment juste une tentative désespérée de faire en sorte que les gens viennent au ciné quoi. Mais là tu te fais pas avoir parce qu'on a dit que c'était pourri donc si tu vas avec les bandes annonces sont honnêtes. Est-ce qu'on n'est pas un peu des lanceurs d'alerte? T'es SJW. Moi je pense que franchement en fait le monde tu vois tel Batman en fait on essaye d'agir pour la justice. Ouais. Et protéger les innocents. Je pense. Ouais. T'es on fire toi ce soir. Pourtant, je suis très fatigué. Écoutez, je pense que ça ne sert pas forcément à grand chose de plus. Ouais. On vous économise 1h37. Voilà, sur Venom 2. Voilà, on parle de Thor 3 sinon, je veux dire. Sinon, on y va. Non, voilà, je vous propose de. Me lancez pas sur Thor 3. Hein. Me lancez pas. Non, mais voilà, je vous invite à glisser vers une fin d'émission très tranquillement comme ça. J'ai passé sans montage. Toujours sans montage. Ouais. J'ai passé un délicieux moment avec vous. Je dois vous le dire. C'est vrai? C'était délicieux. Vraiment le cœur sur la main, le cœur sur la table. Le cœur sur la table. C'était donc ça. C'était donc ça. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup à vous trois. Merci à toi. Merci à toi. De toute façon, on se retrouve, comme qui dirait, dans 2 semaines pour un Comics Outcast 174. Je crois que vous trois n'êtes pas là. Vous allez enfin pouvoir faire une pause. Vacances. Ouais. Parce que Nivré, Ketrus, vous en avez enchaîné 3 d'un coup. Oui. Jean, t'en as déjà fait 2 à la rentrée, donc on peut dire que c'est une bonne rentrée. Ouais, c'est une bonne rentrée. C'est une bonne rentrée, ça veut dire que la semaine prochaine, je vous laisse faire des paris sur qui ça peut être, sachant que aucun de ces 3 chroniqueurs ne seront là. Faites vos jeux. Le gagnant remportera. Qu'est-ce qui remportera? Ah bah ça, c'est une question. On le dira sur les réseaux sociaux. Un vieux câble de l'ancienne console? Un vieux câble. L'ancienne console. Non, je pensais plus. Ah oui, c'est vrai qu'on a des trucs derrière. Peut-être un symétrie, enfin je sais pas. Vous l'avez encore ce truc? Comment? Symétrie, vous l'avez encore? Ouais, là encore. Nivray, si on veut te retrouver en ligne, où est-ce qu'on se rend? Sur Twitter, @Nivray, sur Instagram. Twitter. Sur Discord, des fois. Il faut me hâter toujours, parce que j'ai du mal sur Discord en ce moment. Je pense qu'avec le travail, c'est dur. C'est pas simple. On est tous dans cette phase de la rentrée, c'est compliqué. Oui. Ketrus, si on veut te faire un coucou, on va où? On va sur le Discord également, je crois. Ouais, c'est pareil, il faut me hâter parce qu'en ce moment, j'ai 0 temps. Et sinon, j'essaie de relancer mon Instagram avec une catapulte en remettant des photos que je fais. Voilà. Faut que je me motive, donc motivez-moi aussi. Motivez Ketrus en vous abonnant à son Instagram. Oui, Ketrus. Ketrus. Original. En tout cas, merci beaucoup. Et Jean,
si on veut te parler sur Internet, bah alors là, mon gars, faut se lever bientôt. C'est clair, hein, je suis le plus simple encore, c'est... De me dire, me voir en vrai sur scène. Ah, voilà. Alors où, par exemple? La Manufacture des Abbesses à Paris. Donc, la prochaine fois que je joue, c'est le 17, 18 et 19 octobre dans une pièce qui s'appelle Saccage, qui est une pièce politique et où vous allez apprendre plein de choses. Mais attends, est-ce que ce podcast... Non, c'est bon, il sera sorti. Et en plus, Saccage. il y aura le lien. Si vous regardez dans les infos du podcast, On met le lien. oui, c'était déjà le cas pour l'émission précédente. Putain. Et ça sera le cas pour celle-là. Incroyable. Incroyable. C'est ce qu'on peut faire de nos jours. Moi, ça vraiment m'épate. la technologie, c'est Ouais, tu écoutes un podcast, tu cliques sur un lien, bam, et là tu te retrouves en tête à tête Putain, avec Jean comme au Boca. Contrecast, quoi. Comme on a tout pompé au Contrecast en vrai. Donc voilà, sinon je vais essayer j'essaye d'aller un peu sur le Discord, mais je suis pas, je tape trop lentement. C'est une... Je tape trop, déjà, quand tout d'un coup je veux dire un truc, il y en a Avec déjà mes- 8 qui ont répondu. Je suis avec ah bon, mes deux ok. petits pouces. Mais oui, bon. mais c'est nos patronautes, ils sont élevés au grain. Ouais, voilà, c'est Et, ça. et je peux te dire que mon gars, ça tape Ça va trop vite. ultra vite. Merci aux patronautes de nous avoir écoutés en live sur le Discord. Je rappelle que c'est un avantage pour tous ceux qui participent au Patreon. Et puis, encore merci pour cette console qui n'est pas entièrement configurée et qui ne me permettra probablement pas d'exporter un épisode zéro montage, mais qui a fait ses preuves ce soir, je crois. Et voilà, on vous embrasse très très fort. On se retrouve dans 2 semaines. Comics Podcast 174. Qu'est-ce que c'est 74 Je sais pas. Après la Savoie et avant Paris, quoi. 75, ça va être rapide. Alors là, mon gars, on a une idée. On en parle là. Ah ouais? Ouais. Ok. Des gros bisous. Bisous. Émission zéro montage. Pas de montage. Oh, la censure. Pas de montage. C'est la Haute-Savoie, 74. Pas de montage. Pas de montage. Pas de montage. Pas de montage.